Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Comment ça va les osios? Les osios, les zigotos. Nouvelle semaine, nouveau Bubble. Ça va rentrer dans le quotidien des gens. Comment ça va vous? Vous êtes en forme cette semaine ou pas? Non, et toi? Mieux que la semaine Mieux, dernière. c'est vrai. Ah ouais, Oui, putain, c'est la vrai. semaine dernière j'étais en PLS. Moi aussi. Là, Il y en ça a va. toujours un de fatigué. C'est Oui, jamais c'est le vrai, même, mais on moi tourne. aussi. On se On fait tourne. passer la fatigue. On fait des switches. J'avoue. En tout cas, ouais, cette semaine, pas mal de petites actualités qui sont sorties. La tech est croustillante, la tech redémarre et ça fait plaisir. On sent que là, le début d'année est passé, les vacances sont passées, la fatigue remonte ou redescend. Hein, Mais là, on est en fonction période des de gens. vacances en plus en région. En plus, ouais, parisienne, pour les là. gens, Ouais, il y a des gens qui sont en vacances. Mais donc, du coup, ça commence à se réactiver dans notre petit monde, notre petit univers, ce qui fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, au sujet de l'actualité, on va avoir du Apple, on va avoir du Steam rapidement. Rewan, il va nous parler d'un jeu infecté dans le store. On va avoir de l'IA un petit peu avec Grok 3. Non. Je s'appelle Ouais. Grok. Bien. Ah non, Ah, lâchez. ah si, Même non, moi, j'ai j'adore. honte. J'adore. Non, franchement, j'adore. On va parler d'Apple avec son nouvel iPhone E et il y a des trucs à dire en bien et en mal. Deux actus Apple Clairement. en fin de compte. Et puis Mathieu va revenir sur le Flipper Zero, un petit boîtier. On va pas vous en dire plus ici parce que y a pas mal de choses à dire. Et notre petite recommandation, voilà, un bon sommaire, un bon truc bien chapitré. Et d'ailleurs, pour information, dans la description du podcast, vous avez maintenant un petit chapitrage. Donc vous pouvez. Alors je crois pas que ça soit interactif, malheureusement, mais en tout cas vous voyez quel sujet on traite à quel moment. Donc si jamais vous voulez switch, vous faire plaisir, écouter l'un plutôt qu'un autre à un tel moment, et ben voilà. Et puis Et sinon écoutez-le en On entier. peut, quoi. on peut rappeler juste aux gens qu'ils n'hésitent pas à nous laisser des questions s'ils en ont. Complètement, Voilà. ouais. Maintenant, ça y est, Bubble sur Instagram est activé. Donc, Bah vous ouais. retrouverez à la fois les posts avec les sujets d'actualité qu'on traite, mais également, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages, que ce soit en message écrit ou bien en message vocal. Comme ça, on pourra directement vous répondre dans le podcast, comme on a pu le faire avec le petit Jocelyn la dernière fois. Je voulais vous parler d'un petit sujet, je sais pas si vous êtes tombé dessus, le F1 Show. Alors je crois que Mathieu t'es pas familiarisé avec la Formule 1. Rewan un peu plus, Un peu plus, ouais. mais toi t'es plus en mode Je suis même. resté, Ouais. je suis resté étape Ayrton Senna, moi. Tu vois. Ah bah c'est marrant. le grand GOAT. Magic Senna, s'il vous plaît. Alors j'ai suivi des extraits, j'ai pas suivi tout le truc. J'ai vu moi mes 3 moments. Alors t'as peut-être prévu une liste, excuse-moi, j'ai peut-être. Non, j'ai pas de liste. Je vais peut-être remettre d'abord dans le contexte. Ouais. Le F1 Show, en gros, c'est pour les 75 ans de la Formule 1 qui vont se dérouler cette année. Ils ont voulu faire un bête d'événement pour annoncer les livrets des voitures. Les livrets, c'est les nouveaux coloris, les nouveaux sponsors, etc. Généralement, les années précédentes, ce qu'ils faisaient, c'est que chaque écurie faisait ce qu'ils avaient envie globalement. Donc, ils faisaient un post sur Insta, une vidéo, etc. Ils choisissaient la date qu'ils voulaient pour présenter la livrée. C'était en interne, chacun de leur côté, Exactement. devant les sponsors, les investisseurs, etc. Ouais, tout à Donc fait. ils faisaient ça un peu de leur côté. Là en fait cette année, pour marquer la 75e année, ils ont fait un bête de show. Ils ont loué l'Arena O2 à Londres. Donc je crois que c'est 15 000 personnes qui étaient présentes. Les places, elles étaient sold out en quelques minutes. Donc il y avait du public, mais il y avait aussi toute l'industrie automobile de la Formule 1, des sponsors. Il y avait bien évidemment les écuries, les patrons, etc. Ouais. Donc bref, un bel événement de fou. Ils en ont fait une soirée, un live. Et ce qui est marrant, c'est que c'était présenté par Whit Hall, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et le mec a roasté tout le monde. C'était un régal. Et du coup, en fait, il a fait ressortir les clichés des réseaux, de son dont on entend parler, tout Tous ça. les petits mèmes, toutes les petites inside jokes du monde de la Exactement. F1. Et je pense que c'est là où tu voulais en venir. C'est ça. En fait, moi, il y a plusieurs aspects qui m'ont fait. Déjà, au départ, je sais pas si t'as fait gaffe, c'est une dame qui présente le Oui. show, etc. Et au moment où elle mentionne la FIA, qui est l'organisation qui régit tout ce qui est Et formule, réglementation, etc. etc. Tout le monde s'est mis à huer, ouais. dans la salle, c'était fantastique. En fait, bon, c'est du inside, faut suivre le truc, mais la FIA a pris au fur et à mesure des dernières années des décisions qui sont contestables vis-à-vis, et pas que des Ou à choses. chier même. Ou à chier, on peut le dire, on peut dit le les dire. termes, à chier. À la fois sur l'organisation des courses, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour. La partie sponsor, la partie ce qu'on a le droit de dire ou pas le dire. Genre, maintenant, il n'y a plus de gros mots. Mais Les pilotes, Ah ouais, pendant ok. en gros, Ça, c'est les gens, de ouf, quoi. quand ils pilotent, ils ont un micro dans Ouais. leur casque et en gros, ils ont plus le droit de dire merde, fais genre, chier. tu te manges des pénalités financières si tu lâches des gros mots. Ouais. Genre, tu peux te faire lâcher par tes sponsors, Ah etc. ouais. Sauf que faut se rappeler que la
la Formule 1, c'est un des seuls sports où tu es enregistré quand imagine, tu mets un micro sur un match sur un terrain de foot. Cristiano Ronaldo, genre il a un micro pendant qu'il Je te vous garantir que niveau insulte, ça va y aller. Les mecs, ils se prennent des vitesses de zinzin, ils frôlent la mort à chaque virage. Ils ont pas le droit de dire merde. Faut arrêter, s'il vous plaît. Ça participe aussi en plus au truc un peu de ressentir vraiment la frustration mais du pilote. exactement, c'est ça. Même c'est comme si tu t'enlevais on va dire les taillages qu'il y a dans la NBA quand les mecs exactement. Ça fait partie du folklore du truc, quoi. C'est ça. Et donc t'avais ce truc là et derrière ils interviewent Gordon Ramsay en mode ouais, qu'est-ce que t'en penses de ce truc là et tout. Et Gordon Ramsay, ben lui c'est il y a un épisode de Cauchemar en cuisine où à chaque fois qu'il doit dire un gros mot, il doit mettre une pièce dans une pièce. Et là voilà, directement. Lui, il met les bases, il a mis les pieds dedans. Il y avait ça, il y avait aussi je me souviens donc c'est le présentateur qui dit ça, je me souviens des combats Ayrton Senna, tu le disais, versus Prost. Il y a Hunt versus Niki Lauda et tout ça, et puis il y a aussi Fernando Alonso contre le temps. Il y a que des trucs comme ça. Aston Martin qui fait une présentation en mode 007 et tout, enfin c'était what the fuck. Max Verstappen, pourquoi tu fais la gueule, on aurait pu t'installer à côté de George Russell. Incroyable. Mais vraiment le mec il a mis les pieds dans le plat, tous les clichés qu'il a fait et tout ça, mais c'était pour bien démarrer l'année. Je sais que moi je kiffe la Formule 1, j'adore regarder et tout ça, donc vu que j'ai regardé le show, je me suis dit je vais en faire un petit débrief ici, parce que c'est marrant. Et puis en plus ça vous tient un petit peu informé de ce qui se passe. En ce moment il y a ce qu'on appelle les shakedowns. Globalement les écuries ont le droit de faire 200 km pour tester la voiture, parce que sinon en Formule 1 aujourd'hui c'est très réglementé. Les seuls moments où en fait ils peuvent vraiment piloter la voiture c'est pendant les week-ends de course, sinon en fait c'est dans leur simulateur. Et en fait là pour démarrer l'année ils ont le droit d'être sur leur circuit, sur leur circuit de référence pour pouvoir la tester un petit peu avant de faire les premiers parce qu'on le rappelle, du coup ils ont des heures imposées pour tester les voitures, etc., des heures en soufflerie. Tu fais pas ce que tu veux. Et la construction de la voiture, les prérequis ont évolué. Ils évoluent de chaque année. Donc c'est important pour eux qu'ils s'adaptent. Et en fonction du budget et en fonction de leur classement des années précédentes, ils ont plus ou moins de temps en soufflerie ou des trucs comme ça. C'est la caisse développée de l'année précédente pour l'année actuelle, en fin de compte. Exactement. D'ailleurs, là, en parlant de soufflerie, ça va très vite arriver sur la chaîne où on parlait de Porsche la semaine dernière, et j'ai fait un tour dans la soufflerie de Porsche pour voir comment ça se passe. Mais ça, c'est les insights, c'est juste pour vous, ça régale. Mais devinez qui s'est pas fait épingler la semaine dernière pour une mauvaise exploitation des données personnelles de ses clients? Ce serait-il pas le copain Apple, Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Non. La Ligue des droits de l'homme. Mais si, malheureusement, c'est la Ligue des droits de l'homme qui a mis un signalement doublé d'une plainte au parquet de Paris qui visait l'assistance Siri. Donc ça s'est passé, l'info a été confirmée par France Info, par la site d'investigation de France Info, le 12 février, donc jeudi dernier. Plainte contre X pour 2 chefs d'accusation principaux. On a du traitement illicite des données personnelles et des pratiques commerciales trompeuses. C'est contre X ou c'est contre Apple? Alors c'est contre Apple, mais je crois qu'au départ, ils l'ont peut-être mis. Je suis pas juriste ou quoi. Elon Musk, il a pris une bastos au passage. Mais ils l'ont mis contre X à défaut de pouvoir mettre une cible, parce qu'en fait, je suis pas juriste encore une fois, la plainte remonte d'un lanceur d'alerte qui s'appelle Thomas Lebonnier, qui a 29 ans, donc quelqu'un qui a à peu près notre âge, à 51 mois. Un Français. Toutes mes excuses, Mathieu, un Français. Il travaillait pas pour Apple, il travaillait pour un sous-traitant d'Apple. Ah oui, d'accord. Faisait partie de l'équipe qui vérifiait les transcriptions. Donc en fait, globalement, les transcriptions de Siri, en fait. Toutes les transcriptions tous les enregistrements qui étaient envoyés qui étaient faits à Siri étaient envoyés à cette société-là. Et cette société-là analysait ce qui était dit et comparait avec certains mots-clés qui étaient relevés par l'assistant, du coup, et validait ou corrigeait certaines erreurs qu'il pouvait faire dans un but d'amélioration. D'amélioration, ouais. Il y a 2 problèmes à ça. 1, t'es absolument pas informé de ce genre de traitement. Et 2, il y aurait potentiellement des rumeurs comme quoi ça serait fait en dehors de ton utilisation de l'assistant. Donc il récupérait, par exemple, moi je demande à Siri d'éteindre ou d'ouvrir les stores ou des trucs comme ça, et en gros cette information-là est récupérée par une boîte tierce. Non seulement ça, un sous-traitant effectivement, mais en plus des fois, juste t'as le téléphone Apple à côté, ou le matériel et t'as Apple. Le micro allumé. Le micro il est allumé, mais tu pas sais pas. Siri, rien, et en fait à ton insu. Il te capte. Donc je vous la fais courte, Apple. mais globalement. Ouais, c'est ça, globalement, en fait je vous la fais courte, mais il y avait un best-of des dingues, puisqu'il y avait parfois des conversations assez privées qui tombaient dans leurs mains. Ah ouais, d'accord. Pour le citer, ce qui est vraiment encore plus choquant, c'est que ça se déclenche alors même que vous n'utilisez pas votre assistant vocal. Donc ça, c'est la présidente de la LDH, Nathalie Théo, qui l'a précisé. La LDH, c'est quoi? Alors, je l'ai dit au départ, c'est la Ligue des droits de l'homme. Ok, c'est ça. Okay, c'est ceux qui ont du coup déposé la plainte. Donc, Apple avait publié dans un communiqué sur son site le 8 janvier en disant que Siri était
je cite, conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs et était également l'assistant numérique le plus privé qui soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse interpréter ça. Moi, globalement, c'est du blabla marketing. Niveau RGPD, on est quand même sur quelque chose d'assez problématique. Sur le traitement qui est fait vis-à-vis de tous ces assistants. Donc, on est encore dans la veine des données, de l'utilisation des données personnelles pour l'entraînement des algorithmes, etc. On ne parle pas de quelque chose d'un peu niche comme DeepSeek ou quoi. Là, on est vraiment sur l'un des plus grands fabricants de smartphones. À voir maintenant. On suivra, on ne manquera pas de vous tenir informés sur la défense d'Apple qui, pour l'instant, n'a pas communiqué sur cette partie-là, sur cette plainte précisément. Mais surtout que ce n'est pas la première fois qu'ils se font épingler. Moi, je sais que j'avais fait une vidéo où vraiment, il y a quand même un loup du côté de chez Apple. Et en fait, on a souvent tendance à croire qu'ils écartent genre des mecs comme Facebook et autres pour justement protéger les données privées. Mais il y a une autre théorie du complot qui dit qu'en fait, Apple écarte surtout les autres pour conserver les données, lui, et être maître de ces données dans ses appareils et faire du business. Ça représente un gros chiffre d'affaires, le traitement des données et la publicité, tout ça, même dans les stores et tout. Et moi, j'ai vu des gens qui ont commencé à râler parce qu'ils commencent à voir des espèces de, entre guillemets, fausses pubs un peu, des trucs qui sont un peu taillés en mode c'est là pour être là dans les paramètres et autres, mais qui ressemblent de plus en plus à de la pub un peu dissimulée. Mais surtout, comme pour moi, la défense un peu foireuse d'Apple, c'est qu'ils avaient dit que, par exemple, dans le traitement, c'était anonymisé. C'est-à-dire que tu n'avais pas moyen de savoir à quel compte Apple. Mais ça, même Google Apple le fait en vrai. Google dit la même. Mais surtout, argument. Ce que Thomas, le lanceur d'alerte, explique, c'est qu'en fait, quand il récupère les enregistrements de l'assistant, de Siri, ils disent que lui, son travail, en plus des mots-clés, c'était de le mapper avec certaines infos de ton compte Google. C'est-à-dire, appelle maman, il devait chercher dans le répertoire de ton compte Apple quel contact était maman. Si tu avais, je sais pas, des mots-clés type donne-moi le bon trajet pour aller au travail, il devait mapper ça avec l'adresse de ton travail qui était sur ton compte Apple. Donc comment ça peut être anonymisé? C'est-à-dire qu'il n'y a pas ton nom, mais d'un autre côté, mais bon, tu as les informations, l'adresse de ton travail. C'est de la donnée personnelle, quoi bien sûr. Ouais. Donc voilà. Un peu foireux dans l'explication qui a été donnée à l'époque. On va suivre ça parce qu'ils avaient déjà réglé, effectivement, par le RGPD. Je crois qu'ils avaient pris 8 millions d'amendes à l'époque. Ouais. Donc c'était peut-être même plus. Hein. Mais il y a toujours ce problème-là avec les assistants, les données de manière générale, quand on discute et tout ça. Enfin, je veux dire, tout le monde s'est fait coincer là-dessus. Tu parlais de Google, ça a été le cas, Microsoft. Et on peut pas faire ce qu'on veut. En fait, c'est un peu compliqué. C'est le problème, c'est qu'ils essaient d'être au niveau et ils essaient de faire ça en local et ils comprennent qu'ils y arrivent pas. Il est obligé qu'il y a des informations qui partent dans des serveurs pour pouvoir traiter au mieux la demande en fait. C'est là aussi tout le paradoxe en fait. Et peut-être qu'Apple Intelligence changera ça, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que Grok 3, ça vous parle les mecs? Grok, oui. 3, non. C'est la nouvelle version de... C'est le truc d'Elon Musk. Ouais, exact. Bah, Elon Musk, de toute façon, c'est un spam en ce moment. J'en peux plus. Mais c'est vrai que c'est un spam. Je te vois plus que ma femme, Elon Musk. Arrête. Je crois que Grok, maintenant, c'est sur X. Et tu as un accès pour voir l'IA, je crois. Bah, en fait, Grok 3, donc c'est la suite de Grok qu'on connaît déjà, qui est basée sur X notamment, même si ça a vocation à devenir un peu comme ChatGPT et autres, à fonctionner sur sa propre plateforme, sur son propre site web. C'est l'IA d'Elon Musk, quoi. Voilà, c'est développé. Alors, c'est pas Elon Musk qui est derrière son PC qui code tout. Il a une boîte qui s'appelle XAI, donc qu'il a monté là-dessus. Et effectivement, c'est beaucoup basé sur aussi la plateforme X, parce que c'est vraiment une qui va aussi, pareil, pas mal travailler sur tous les posts Twitter du monde entier. Et il récupère du coup les posts X. Ok. Ouais, tout est récupéré. La gueule de l'entraînement. Ah, vraiment. Avec les posts là, je peux te dire que voilà. Et Grok 3, pourquoi on en parle? C'est parce que déjà, ça a été annoncé là, ce 17 février aux États-Unis, 18 pour nous, parce que c'était dans la nuit. Et qu'en fait, Elon Musk, comme d'hab, zéro filtre, zéro dosage, il dose sur rien, cet homme-là. Et il dit que c'est ni plus ni moins que la meilleure IA, la plus intelligente sur Terre. Ah bah oui, voilà. C'est beau de dire ça. Et même sur Mars. C'est la meilleure IA sur Mars. C'est vrai, techniquement, c'est possible si elle est là-bas. On se rappelle qu'il dit ça juste après s'être fait remparé par OpenAI pour le projet de rachat. C'est vrai. On rappelle. Alors c'est vrai qu'il y a tout un dossier sur cette histoire avec Musk et OpenAI, parce qu'en fait, il veut juste essayer de bloquer le fait que OpenAI est en train de shifter vers un modèle qui était pas vraiment associatif, mais parce que c'est aux États-Unis, il y a des particularités, mais qui n'étaient pas vraiment comme une société normale à but lucratif. Et là, c'est ce qu'ils essayent de faire pour pivoter et ils n'y arrivent pas, mais c'est pas le sujet de cette news. Tout simplement, c'est que ils ont fait cette présentation
Et tous les médias, notamment, tu vois, j'ai Le Parisien, j'ai Capital, j'ai Europe 1, tout le monde s'est repris parce qu'en fait, pendant la présentation, alors l'IA s'est plantée. Moi, je vois ça. Oh merde. Moi, j'ai le flashback. Oui, c'est ça, j'ai le flashback du Cybertruck. Oh merde. Non, mais nos vitres sont blindées. Exactement. Et bam, c'est cassé. Bientôt, ça va devenir une marque de fabrique dans ces. C'est génial, j'adore ça. J'adore ça. Alors, moi, je vous avoue, en même temps, quand j'ai vu les titres, genre, Grok fait un faux pas en plein direct, l'IA dérape en plein direct. C'est vrai qu'aussi, si on peut aussi se permettre de tacler un petit peu Elon Musk sur la manière dont il voit les choses, des fois aussi, les médias français, il faut un peu mais doser. c'est clair, mais bien sûr. Mais surtout que ça rayonne. Enfin, du clic, c'est du clic. Donc, forcément que ça génère de l'intérêt. Les youtubeurs, on est là pour foutre le bordel dans les titres et des fois vendre du rêve, un peu trop abusé par rapport à notre contenu. Je trouve que les médias, vous devez essayer de garder une certaine hauteur par rapport à nous, créateurs de contenu. Donc là on allume Europe 1, Capital, tout ça là. Mais tous les jours. En vrai, n'hésitez pas. Hein. En vrai, en fait, je vais t'expliquer. Donc, je vois ces titres un peu, je dis, waouh, c'est quoi la dinguerie qu'il a fait et tout. Et en fait, le seul truc sur lequel, c'est ce que j'ai lu en tout cas dans les médias, le seul truc sur lequel l'IA s'est planté, c'est sur une date de lancement de SpaceX. Ok. Voilà, je crois que en fait, elle annonce qu'il y a le prochain lancement de SpaceX va être le 24 février. Et non, en fait, elle a eu lieu déjà le 18. Pour rappel, cette IA, elle va fonctionner un petit peu grosso modo parce qu'on connaît beaucoup Grok. Et je sais que tu me disais en off, Quentin, que tu l'avais utilisé. Ouais, Grok, moi je l'ai utilisé pour sa génération d'images, je crois que c'est ça le terme, où globalement je lui ai demandé la tête de James Dyson pour une miniature, et il m'a sorti la tête de James Dyson pour une miniature. Et effectivement, et là franchement, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne de ouf. Ça marche de ouf. Dinguerie. Moi aussi, je l'ai déjà utilisé pour je sais plus qui. Et en fait, c'est là aussi où elle va se différencier des autres, ChatGPT et autres. En tout cas, ChatGPT fait pas de génération d'images, mais Stable Diffusion, et tout comme ça. Midjourney et tout ça. La différence, c'est vrai qu'avec celle d'Elon Musk, c'est qu'Elon Musk, elle a zéro contrainte. Par exemple, si tu fais la même requête sur un autre générateur d'images, en général, il ne fait pas de personnes publiques. Il se limite vraiment à des choses qui n'existent pas. Des cartoons, des trucs comme ça. Il crée des gens, des humains qui, potentiellement, normalement, n'existent pas. Ouais. Mais lui, comme on connaît Elon Musk, il est ultra jusqu'au boutiste et tout. Donc, lui, il ne demande pas l'autorisation à James Dyson s'il y a moyen d'utiliser sa tête. Et bam. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu la différence. Pour l'instant, du coup, on nous annonce quand même que cette IA elle a été multipliée par 10 par rapport à la version précédente. Et aussi, ils annoncent dans les nouveautés quand même des capacités de raisonnement avancées. Donc, Elon Musk, il arrive avec sa nouvelle phrase teasing, tu sais, un peu qui fait flipper. Il dit « Cette IA est tellement intelligente que des fois, elle me fait un peu peur dans sa manière de raisonner. » Donc, voilà le titre du podcast. Elon Musk a peur de son IA. Ouais, effrayé par son IA, tu vois. Donc l'utilisation globalement de Grok, c'est de la génération d'images, comme ChatGPT, demander des informations, du raisonnement avancé, de la recherche poussée aussi également pour te faire établir tes plans. Voilà, exactement. C'est un peu la même chose. Après, vraiment, ça reste. C'est là où c'est intéressant, c'est que lui, il l'annonce comme étant supérieur aux concurrents. Pour l'instant, de ce que j'en ai vu rapidement, il y a des benchmarks qui montrent que ça se tient, en tout cas, qu'elle est plutôt performante. Faut savoir que pour le moment, elle est uniquement disponible pour ceux qui ont la version payante, tu sais, de X. Donc, à voir si un jour on aura accès à cette IA supra-intelligente d'Elon Musk. Une fois n'est pas coutume, les osios, une nouvelle fois, je vous parle de Steam. Ah là là, ça y est, mais t'es dans la kiffance là. Un peu de jeu, un peu de déjà, cyber. l'entreprise, t'étais vraiment complètement fan, mais là, ça y est, t'es tombé. C'est ton Apple. Non, quand même pas. Mais là, il y avait le combo jeu vidéo cyber. J'étais obligé de vous en parler parce qu'en fin de compte, il y a une petite. Alors, c'est une petite news, une newsinette. Il y a un petit jeu qui a passé les mailles du filet qui s'appelait Pirate Fee, qui est un jeu de simulation de pirate qui se joue à la fois en solo et en multijoueur. Pirate.io. Particularité de ce jeu, il y avait un malware dedans. Aïe, la tuile Gaben. Il laisse passer des jeux infectés. C'est pas la première fois que ça arrive. Je vous en parle juste après. Ce jeu-là, en fin de compte, Pirate Fee, on estime qu'il a été téléchargé entre 900 et 1500 fois. C'est pas encore tout à fait sûr au niveau des sources. Et c'était un malware qui, en fait, venait voler les données. On parlait la dernière fois des info-stealers. C'est typiquement un malware qui va récupérer toutes les infos de connexion à tes services, à tes comptes, etc., que tu pourrais avoir enregistré dans ton navigateur. Et ça fait plaisir. Ça leur renvoie un truc. Donc, tu télécharges un jeu et tu te fais
péter ton PayPal. Donc, mais surtout sur Steam, genre normalement tu te dis bon, si je vais sur un site bizarre, pas sur Steam quand même. Alors c'est une grosse plateforme, on rappelle quand même, c'est des choses qu'on voit régulièrement arriver sur les Play Store Apple. Alors Apple c'est un peu plus, ils sont un peu plus tatillons sur ça que le Google Play Store, je peux au moins leur donner ça, ou le Google Play Store il y a quand même un peu plus d'applications vulnérables, ouais. Globalement, ça va, encore une fois, c'est des sources de confiance. Il a quand même été retiré en moins d'une semaine du Steam Store. 900 à 1500 téléchargements, c'est quand même pas exceptionnel. Et surtout, Steam... Alors, là où ils ont bien fait le truc, c'est qu'ils ont envoyé une notification par mail en disant « Attention, ce jeu-là, on l'a découvert qu'il était infecté. On a vu que vous l'avez téléchargé. Alors, on vous recommande de changer tous vos mots de passe, de faire un scan d'antivirus, voire même pour être vraiment sûr de wiper ton PC, c'est-à-dire de faire une install complète pour être sûr. Et ils disent aussi, il y a une autre, ils disent brûler au napalm directement c'est ça. La machine. Prends ton PC, jette-le. Exécutez vos parents et déménagez au Laos, globalement. N'hésitez pas. Mais c'est une dinguerie. Attends, mais généralement, Steam vérifie les jeux avant de les mettre sur la plateforme. Alors, il valide. Le problème, c'est que encore une fois, c'est un marketplace, donc c'est assez compliqué pour eux, de par la quantité et l'hétérogénéité des trucs, de faire des... Ouais. Ils font pas des audits de code des jeux, t'imagines la workforce qu'il faudrait. Donc, c'est pas le premier cas, je le disais, il y avait un autre jeu en 2017 qui s'appelait Dinotopia. Donc, c'était un truc probablement de dinosaure. J'ai pas été renseigné. J'ai utilisé le sens des déductions de Quentin pour cette là. Mais qui avait un Trojan du coup à l'intérieur. Et en fait, la particularité de ce truc-là, tu l'installais, tu l'exécutais, écran verrouillé. Donc, tu n'avais plus accès à ton environnement utilisateur. Le poste redémarrait, c'était bloqué. Et quand tu récupérais l'accès, tu te rendais compte que sur ton compte Steam, il avait été modifié avec une petite description qui disait Dinotopia. Essayez la démo et tout. Le jeu est incroyable. Essayez ce jeu fantastique. Ah ouais, c'était marqué. C'est quoi, ça mettait une review? Ça te modifiait ton profil Steam et genre ça te mettait ça dans ta description de compte Steam. Ah oui, d'accord, ok. À l'époque, ça avait été poussé par le programme Greenlight, qui était le programme des développeurs indépendants, pour faire en gros rayonner des jeux de développeurs indépendants comparé à des gros studios comme on peut l'avoir avec plus de moyens, etc. Donc c'était vraiment un moyen pour la communauté de faciliter l'accès à des jeux indés et de se mettre en valeur côté développeurs indépendants. Donc, effectivement, pour faire une petite aparté sur la société qui aurait développé ce jeu Pirate Fille, elle s'appellerait Seaworth Interactive. Et mis à part le nom, c'est rien de cette boîte. Il n'y a rien créé sur Internet. En avril 2025. Mais je ne saurais même pas te dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment zéro info. La seule information qu'on aurait vis-à-vis de cette société-là, ce serait sur un canal Telegram côté US, sur lequel ils auraient demandé des modérateurs de chat in-game payer $17 de l'heure avec des paiements tous les 2 jours. Trouvé sur Fiverr d'ailleurs. Trouvé sur Fiverr, voilà, non, c'est du Telegram. Alors, c'est une offre en or, hein, et globalement, ça supporte la théorie que ce serait un truc un peu malveillant. Pourquoi ? Parce que $17 de l'heure, c'est beaucoup. Payer tous les 2 jours, c'est une dinguerie. Et en général, les modérateurs de ces jeux-là, c'est des étudiants qui ont du temps libre. Oui, qui veulent se faire kiffer. Et qui sont payés en money in-game. En fin de compte, c'est assez rare d'avoir des gens qui sont payés en dollars. C'est ça, enfin en monnaie courante, quoi. Donc voilà, Steam a réagi de manière assez vite. Le problème, peut-être le point négatif que j'aurais dit à Steam, c'est en fait, ils ont dit effectivement, il y a un jeu qui a été infecté, mais ils n'ont pas mis la nature de la compromission. Il y a un jeu infecté, fin. D'accord. Ils n'ont pas mis si c'était du ransomware, si c'était de l'info-stealer. Alors, 3/4 des gens savent pas ce que c'est. Mais au moins de dire. De décrire qu'est-ce que ça fait, quoi. Le comportement du malware. Je sais pas, mettre un code couleur chez eux, genre, je sais pas, code rouge, et puis tu peux retrouver dans leurs infos à quoi ça signifie. Au moins, tu sais, tu vois, t'as un degré de dangerosité du truc. Potentiellement. Donc, déjà, le mail, tu le reçois, tu dois un peu flipper, tu dois dire, oula, c'est quoi ce malware, machin. Tu te dis, est-ce que c'est bien Steam qui m'envoie le truc ? Et je compatis. Alors, si vous avez téléchargé dessus, déjà, pourquoi ? Allez jouer à Sea of Thieves, vraiment, vous passerez un maxi meilleur moment. Je suis mort. L'impact reste quand même assez limité, mais courage à ceux qui doivent faire reformater leur poste après avoir fait un petit stream sur un jeu de simulation de pirates en multijoueur globalement. Quel enfer. Dommage. La semaine dernière, on vous parlait de rumeurs. Aujourd'hui, les rumeurs sont désormais des faits. Parce qu'on est comme ça sur Bubble. Bubble, premier sur l'actu. Peut-être pas, non. Il y a du délai quand même. Il y a un peu de délai quand même. Mais Apple a fait un keynote, une présentation pour dévoiler son nouvel iPhone 16e. Et on a pu discuter un petit peu des éventuelles possibilités de sortie de produit. La conférence a duré 20 minutes.
C'était vraiment... C'est quoi, mais mec, tu sais que je savais même pas qu'il y avait une conférence. Moi, j'attendais et tout. Après, je me suis dit, ça a été annoncé. Et je me suis dit, bon, bah, ils l'ont têche sur le site d'Apple. Voilà. Mais c'était une dinguerie. Ne disons pas, elle a duré 20 minutes, disons, elle a duré 1/5 de Bubble, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais en fait, tu sais, je m'attendais à une keynote et tout, un vrai truc. Normalement, c'est le rendez-vous un peu tech, machin. Ils ont sorti le truc. Ils ont fait la liste des composants techniques. Incroyable. Ils ont fait une vidéo, globalement. C'est qui? C'est Tim qui s'y est collé ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, c'est Tim qui a commencé le montage. T'imagines? Alors, Tim Cook, PDG, mais aussi monteur. T'inquiète pas. Quel BG. Vraiment, première projet GR. Donc, c'est un peu le rendez-vous. 19h, t'es là et tout ça. Je sors du sport à 19. Je rentre chez moi. J'arrive. Pas de conférence, je la trouve nulle part. Généralement, quand tu vas sur l'application Apple TV et tout, t'as le grand encart keynote, rien du tout. Vraiment le truc, le téléphone, ils l'ont sorti, ils l'ont poussé comme ça du pied, ils ont fait allez tiens, je te le donne. Globalement, pour vous remettre dans le contexte, ils ont dévoilé un iPhone 16e. C'est pas l'iPhone SE, mais c'est la nouvelle version. En gros, c'est la 4e génération de l'iPhone SE. Mais du coup, moi ma question c'est est-ce que le SE va revenir un jour, tu vois, ou est-ce que je pense que c'est le changement de gamme. L'iPhone SE, c'est l'iPhone 16e. Pour moi, c'est électrique. Ça marche. Non, en vrai. Contrairement sur un téléphone qui tournait à l'E95. Exactement, le pétrole, ça marche. Non, mais il y en a qui parlent de essentiel. Bon, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de terme. Ils n'ont pas fait une dinguerie comme Apple Intelligence, AI, IA, etc. Il n'y a pas ce truc-là. Donc, en vrai, on n'a pas le secret de pourquoi. Pour vous remettre un peu de contexte, sur le site d'Apple, ils ont dégagé l'iPhone SE, du coup, précédente génération, et l'iPhone 14, parce qu'ils avaient la prise Lightning. Et conformément à la loi et à l'Union européenne, on est obligé, du coup, à partir de 2024, je crois, d'avoir une prise USB-C sur nos téléphones. Ouais, il y avait une transition. Il y a eu une transition et donc Apple a été forcé de dégager ces modèles de son catalogue. Tous les mecs qui ont des accessoires Lightning là. Oh bah il faut aller se faire foutre. C'était encore de l'USB 2.0, je suis désolé. Et les gens qui se... Pardon, c'est pas le sujet, mais les gens quand ils ont C'est encore de l'USB-C 2.0, hein, je vais ils... pas te fouler, mais... Non, c'est encore plus... C'est plus rapide maintenant, tu peux brancher des SSD... Non. Sur les modèles pro, mais pas sur les anciens. Ah non, les anciens, non. Parce que tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, mais à sur les l'époque... modèles moins de gamme. Quand ils ont dévoilé l'USB-C à l'époque, pendant la keynote, la fameuse, les gens se sont levés pour applaudir en mode c'est incroyable. Mais les gars, rasseyez-vous. Ils répondent à la loi là, pourquoi vous vous levez là? Tous les bandeurs d'Apple là qui applaudissent en mode c'est incroyable, on peut brancher des SSD, on a 40 gigas par seconde de trafic. Les gars, ils ont juste répondu à l'Union européenne là. Clairement. Pourquoi vous vous levez? C'est exactement ça. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'ils ont fait un truc ultra rapide en mode bon les gars, on n'a plus d'iPhone SE, donc on n'a plus d'iPhone entrée de gamme, on n'a plus d'iPhone 14, il nous faut un truc pour combler la gamme, tu vois. On a un manquement et c'est un fait, il nous faut un téléphone entrée de gamme qui comporte de l'USB-C, parce qu'aujourd'hui on pouvait acheter jusqu'à l'iPhone 15, donc sur le catalogue il y avait iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Et donc du coup ils ont sorti cet iPhone, mais tu vois j'allais faire la connerie, c'est pas SE, c'est l'iPhone E, pour pouvoir combler ce trou. C'est vrai que le E est plus proche d'un iPhone 16 qui a été un petit peu amputé de pas mal de fonctionnalités que le SE qui était plutôt avait des puces de gamme de génération précédente. Exactement, et c'est en ça peut-être le Essential, comme il disait. C'est plus basé sur les anciennes puces. Alors justement, pour Apple, c'est l'iPhone dernier cri au meilleur prix conçu. Pour Apple Intelligence. Prix, juste avant de parler des spécifications. Tu veux, on rentre dans le tas directement. L'entrée de gamme, c'est-à-dire je veux le minimum de stockage proposé déjà. Alors le minimum de stockage c'est 128 Go. Ok, ils ont arrêté le 64 Ils augmentent par rapport au 64. Okay. Mais personne ne se lève pour applaudir ça quand même. Non mais faut aller se faire foutre. 64 Go. Allez pour Ewan, allez. T'as iOS installé, tu fais 2 photos, l'iPhone il crie, il fait une crise d'asthme. Même 128 aujourd'hui, c'est pas. Ils vendent encore des MacBooks avec 8 Go de RAM. Encore une fois, je rappelle. Après justement pour la cible du 16E, bon 128 ça peut suffire parce qu'en vrai tu peux mettre 3 applications, les photos, etc. Tu peux prendre un abonnement iCloud aussi après. Exactement. Ça va être la guêpe. En tout cas pour 128 Go, l'iPhone 16E te revient à 719 €. C'est donné finalement. C'est donné, toute taxe comprise, on parle TTC? Ah bah évidemment. Là c'est en prix. Mais maintenant il faut une collab avec CTLM et ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir le payer mensuellement. Si t'as pas forcément les moyens mais tu veux un téléphone. Free va faire la même chose par exemple. Allez,
allez, moi aussi. Mais maintenant, ils vont tous le faire. Si et vous n'avez pas les moyens d'acheter un iPhone, achetez pas un iPhone. C'est un débat parallèle. Oui, mais un smartphone de manière générale, tu vois, que ce soit un iPhone c'est- ou un autre truc. Globalement, enfin, aujourd'hui, il y a une montée en gamme de tous les produits et enfin, lui en est la preuve claire et nette. 719 €, c'est un très gros tarif pour un premier prix. Hein. Clairement, on parle d'un premier prix sur un téléphone. Et je vais vous faire la comparaison après. Vous allez vous rendre un petit peu plus compte de éventuellement s'il faut choisir celui-là plutôt qu'un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment sur l'essentiel du téléphone chez Apple. On n'a que deux coloris, noir-blanc. Après, si tu veux avoir un peu de couleur, t'as des coques, etc. C'est un boîtier en aluminium, Ceramic Shield à l'avant. On a quand même un écran OLED Super Retina de 6,1 pouces, donc fini le petit modèle dont LCD, on parlait la dernière tout à fois. fait, exactement. Donc c'est de l'OLED, on est sur les écrans haut de gamme chez Apple, donc là-dessus c'est plutôt cool. Pas de petits modèles, du coup on reste sur la même taille d'écran qu'on peut retrouver sur les modèles Pro des années précédentes. Par contre, un truc à dire sur l'OLED, tu me disais qu'il a été amputé d'une fonctionnalité haut de gamme qui est le ProMotion. Exactement. Ouais, il y a pas le. Du coup, on reste sur le 60 Hz. On n'a pas de 90 ou etc. Mais sur un iPhone, ça commence à faire chier. En fait, pour moi, ça me fait plutôt chier sur l'iPhone 16 qui en a pas. Bon, sur l'iPhone 16e, à la limite, ceux qui l'achètent s'en branlent. Faut se conforter en disant que tu auras une meilleure autonomie, quoi, parce que tu as 33% de moins d'FPS. C'est ça. Et pour le coup, l'autonomie est un peu meilleure si on peut la comparer par exemple à l'iPhone 15 qui reste dans la gamme, lui. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tu vas avoir le bouton action qui est toujours là. Donc, il n'y a plus le slider, tu sais, pour mettre en mode silencieux. Tu as juste un bouton qui te permet de définir l'action que tu vas lui mettre. Donc, ça peut être le flash, le mode silencieux, etc. etc. Donc, ça peut être pas mal pour certaines personnes. Moi, je sais que je l'utilise pour juste lancer mes mails ou alors Perplexity ou des choses comme ça. L'USB-C est bien évidemment là. Ah, on l'attendait. Le fameux. On l'attendait, le frérot. Comme tu le disais, effectivement, on n'a pas le Dynamic Island, donc la petite pilule en haut de l'écran. On va avoir le notch comme à l'époque. C'est ça. Dynamic Island qui, au fait, on voit juste l'écran au-dessus. T'as vraiment l'impression d'avoir une pilule en plein milieu. T'as des notifications un peu dynamiques. C'est ça, t'as les notifications dynamiques. Ça va pas vous manquer, je pense, non. globalement. Mais en fait, pour moi, vraiment, la cible de l'iPhone SE, ça va être ceux qui l'iPhone. Putain, mais ouais, putain, tu vois, ça casse les couilles. Ça reste, hein. L'iPhone 16e, mais ouais, mais tu vois, pour moi, 16e, SE, bon, bref, on retourne sur on le. On n'a pas parlé de l'iPhone 5C encore, on peut revenir. Tu te rappelles ah oui, je l'adorais. Ma mère, fort. elle l'avait, il était fou. Très fort. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, la cible d'un iPhone SE, ça va être les personnes qui, en fait, s'en foutent de leur téléphone. Ils veulent juste avoir un truc qui fonctionne, qui peut prendre des belles photos, un truc qui permet de téléphoner. Je veux faire le relou, mais iPhone E. Ce que t'as encore dit. J'ai encore dit c'est mort, ça va rester. Non, mais on a c'est compris. terrible. Bah, voilà. En tout cas, il n'y aura pas de cut. Niveau puce, on est toujours sur les puces de cette gamme-là, on est sur les puces précédentes du coup. Non, alors du coup, ils s'alignent avec toute la gamme 16, donc ils ont la 18. Alors, il y a une petite subtilité. Ah, la couille. Bon. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est rat de laboratoire. Et je vais citer Jérôme de Nowtech, parce que j'ai regardé qu'on embrasse sa vidéo. Et en fait, j'ai appris dans la vidéo de Jérôme que en fait, cette puce-là, elle a eu un cœur GPU qui a été amputé. Elle a un cœur GPU en moins. Et en gros, ce qu'explique Jérôme, en tout cas dans sa vidéo, c'est que, en gros, et ça me semble logique et tu vas comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir, c'est que des fois, quand ils produisent des puces, il y a des défauts. Ah, il y a mais des cœurs qui sont défectueux et tout ça. C'est pas l'objet du podcast, mais c'est un sujet intéressant que tu vas souligner. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que d'habitude, ces puces-là, elles dégagent de la chaîne. Sauf que là, ils se sont dit non. Bon, il y a une puce, il y a un GPU défectueux, on le désactive, un cœur graphique, pour ceux qui veulent comprendre exactement de quoi je parle, de la partie graphique de la puce. Et tu les mets dans un produit avec un peu moins de perf, sous un nouveau nom. Et c'est ce que fait Intel et tout le monde fait ça. Mais évidemment. Tout le monde fait ça. i3, i5, i7 à l'ancienne. Il n'y avait pas trop de différence entre les puces. C'est juste des puces de mauvaise qualité. On te vend sous un nom différent. Exactement. C'est l'avantage du coup d'avoir la 18. Donc tu as vraiment toutes les dernières nouveautés sur un téléphone entrée de gamme chez Apple. Donc ils s'alignent par rapport à ça. Si ce n'est la version Pro qui se sépare avec une puce plus puissante. Donc ça c'est cool. Et ce qui permet du coup d'avoir iOS 18 et Apple Intelligence. Apple Intelligence dont on parle depuis X temps mais qui débarque là en avril en France. Donc faudra tester par rapport à ça. Il y en a 20 de vous qui l'attendaient Apple Intelligence ou pas? Enfin, outre la partie professionnelle et le fait de le tester, etc. Vous pensez que ça va révolutionner votre quotidien? Non, en fait, en fait, ça va pas révolutionner le quotidien dans le sens où en fait, j'utilise déjà ChatGPT, donc en fait, que ce soit intégré ou pas, ça sera peut-être plus sympa à utiliser, plus rapide. Pour en revenir à ce sujet-là, c'est parce que je l'ai vu quand même, ça a pas mal fait
réagir. Tu sens que le discours marketing de ces trucs-là, il infuse un petit peu parce que typiquement, les gens commencent à parler du fait que, par exemple, chez Samsung, Galaxy AI est déjà là depuis un petit moment. Oui. Et tu vois, tu as les pros Samsung qui commencent à mettre un peu des cartouches aux gens d'Apple en disant voilà, votre Apple Intelligence, il est un peu en retard. Tu vois, c'est pas vraiment sur les mêmes fonctionnalités que les IA, genre ChatGPT ou les autres. Peu importe, c'est là où ça va être vraiment attendu, c'est sur l'intégration de l'OS. Est-ce que vraiment ça va te permettre de piloter, comme le dit Samsung, limite, tu piloteras plus que ton téléphone quasiment à la voix. Après, props à Apple, au moins ils rendent ça disponible sur toute la gamme 16. Exactement. Et pour remettre un peu de contexte sur Apple Intelligence, pour ceux qui pourraient découvrir éventuellement ce que c'est, déjà il y a un gros travail qui a été fait avec ChatGPT. Donc globalement, tu as accès à Siri, mais si Siri est dans l'incapacité de te répondre, au lieu de te dire bon bah chope ton téléphone frérot, me casse pas les couilles, là il va directement s'adresser à ChatGPT. Donc même du coup ça te permet d'aller plus loin. Que Samsung avec Gemini. Et c'est ça, tout à fait. Tu as du coup des nouveaux outils d'écriture pour t'aider à améliorer ce que tu vas pouvoir dire, que ce soit dans une conversation par message, par mail, etc. Dans un langage plutôt soutenu ou bien dans un langage courant. Tu vas pouvoir aussi créer des emojis. Ça, en vrai, ça peut être marrant. Créer ton petit truc personnalisé, genre je veux un chat avec un chapeau de sorcier. Enfin, c'est un truc con, tu vois, mais vu que tu as plein d'outils de personnalisation, c'est un truc en plus. Tu peux avoir du coup beaucoup de personnalisation, que ce soit à travers iOS 18, mais aussi Apple Intelligence, avec les icônes, la disposition, les couleurs, verrouiller une application, enfin bref, les rudiments, c'est ce qui Apple ouvre vachement ses portes pour pouvoir laisser la possibilité aux gens de s'exprimer et d'avoir son propre téléphone de A à Z, quoi. Et puis une des fonctionnalités que tu peux attendre le plus d'une IA par exemple, c'est typiquement, genre je sais plus comment il l'avait appelé, peut-être tu te souviens, je crois que c'était peut-être Apple Vision. Et en gros, le fait de pouvoir montrer à ton IA un truc que tu es en train de voir, un monument ou peu importe que sais-je, un truc via la caméra et qui va pouvoir te donner des informations. Ce que fait Google avec Google Lens, c'est ça, sauf que là du coup ça sera intégré dans ton téléphone. Donc en fait le maître mot là-dedans, c'est que globalement ce que tu peux faire en allant sur une application, tu vas globalement pouvoir le faire en interne. Ce qui est pas plus mal, et en tout cas ça va pouvoir laisser la porte ouverte à beaucoup plus de personnes de l'utiliser, puisqu'en fait ça sera transparent globalement dans l'utilisation. Un peu un style de Face ID, t'as pas besoin d'écrire ton mot de passe, ça peut se déverrouiller tout seul. Décris-moi ton mot de passe s'il te plaît. Ce qui est sûr, d'ailleurs en parlant de Face ID, il est intégré dedans. Et finalement, pour reparler des specs, il a qu'une seule caméra. Je voulais juste voir un truc par rapport à... désolé, je voulais juste voir par rapport à Face ID. C'est quand même un tournant de ne plus avoir le bouton. Parce qu'il y a toute une génération, une population de personnes plus âgées qui étaient attachées au bouton, qui est pour eux quand même vraiment rassurant. Tu sais, moi, souvent, je vois ma mère qui se perd dans des trucs. Je lui dis non, t'appuies sur ce bouton-là. Alors, elle n'a pas d'iPhone, mais t'appuies sur le bouton Home et tu reviens. Et je pense que ce bouton-là était ultra rassurant. C'est de la conduite pour une génération. Et là, ça va être... Bon, ma grand-mère qui a 80 balais passés, elle l'utilise sans bouton. Hein. Elle l'utilise sans bouton ? Sans bouton. Ah ouais, ok. Elle a fait la transition. En vrai, c'est juste une question d'expérimentation. Et puis, faut récupérer l'espace. Okay. C'est la même raison pour laquelle ils ont dégagé le jack. Déjà au niveau, comment dire, sur ratio bord écran, pardon, c'était quelque chose qui était obligatoire. Et en vrai de vrai, il te retire le jack, il te retire le bouton, c'est de la place, matériellement, je veux dire. Non mais c'est clair, oui, et en vrai, en termes d'utilisation, effectivement, il va y avoir un switch qui va devoir être fait, mais bon, ça se fait très facilement. Ce qui me fait penser que ce téléphone va avoir qu'une seule caméra. Donc tu vas pouvoir utiliser pour le grand angle, mais aussi pour faire un zoom x2 qui sera un peu hybride numérique, mais qu'une seule caméra. Donc caméra vraiment, dorsale, caméra photo. Ouais, okay. Exactement. Tu vas vraiment à l'essentiel là-dessus, mais tu peux quand même filmer en 4K 60 fps Dolby Vision. À voir. Après, Apple, ils sont très forts sur la partie optimisation logicielle. Donc... Par contre, il y a un truc très important à se rappeler sur ce capteur, c'est qu'on perd la stabilisation en vidéo. Je pense que c'est un peu... Pour moi, c'est un truc de raccro un peu. Hein. Tu vois, vraiment... ils ont essayé de gratter de l'argent ici et là pour avoir d'autres fonctionnalités, comme par exemple la connexion satellitaire. Ouais, tu l'as quand même sur l'iPhone 16e. Ah. J'ai fait l'effort. Okay. Et t'as la détection des accidents aussi. Détection des accidents, ok. Bon, satellite... Ouais, mais je vais faire le relou. T'as plus MagSafe. Mais t'as pas MagSafe. Il n'y a pas MagSafe. Alors, une coque, en fait, tu peux utiliser. Alors, en fait, pour comparer, parce que justement, c'était la comparaison avec le 15 et le 16e, c'est qu'effectivement, tu n'as pas le MagSafe, donc c'est-à-dire que tu n'as pas la connexion ultra magnétique et surtout la recharge 15 watts ou 20 watts. Par contre, tu as la recharge sans fil à 7,5 watts. Donc, en fait, la recharge sans fil existe sur ce téléphone
elle est juste moins rapide et t'as pas le côté ultra magnétique qui colle avec les accessoires MagSafe. Il a un poil magnétique par défaut quand même, ou il est pas du tout magnétique? Bah, il a un poil magnétique dans le sens où tu sens qu'il s'accroche un peu comme les pixels ou des trucs comme ça. Ok. Mais t'as pas le gros bloc Donc ça veut dire que c'est magnétique coque derrière. obligatoire si t'as l'habitude, si t'as tous les accessoires Apple chez toi pour ton GPS, Ouais, ce genre de coque choses. obligatoire. C'est coque obligatoire. Ouais. Ça, je pense, ça en va faire. Mais ça à va mon faire chier sens, plus d'un. Moi, en vrai, non. Ah ouais? Parce que ceux qui vont switcher sur l'iPhone 16E, c'est pas ceux qui ont déjà des accessoires MagSafe. Ah, je suis pas forcément Tu d'accord. passes pas d'un 15 avec MagSafe à ça. Non, tu mais vois. t'avais Pour moi, déjà c'est ceux du qui ont un MagSafe, iPhone 8, un iPhone 11. C'est arrivé sur quelle génération le MagSafe? C'était le 12 Ouais, mais ou quelque moi chose j'ai comme ça? déjà vu dans des commentaires 13. des gens qui commençaient à dire qu'ils avaient un 15 et qui pensaient peut-être passer au SE. Ou Et bah, spoiler alert, Ah, le SE Ouais, qui est toi, j'arrive revenu. plus. Aucun Moi aussi, intérêt. c'est pareil. aucun Parce que intérêt. moi qui suis sur Euh, Pixel, j'ai des accessoires MagSafe parce que j'ai la coque Rhino Shield qui va bien, qu'on embrasse. Hein. Faites la sponsor Rhino Shield, n'hésitez pas. Voilà, à chaque fois que je cite une marque, maintenant faites la sponsor. Frérot, drop name. Je te jure. Et enfin, une fois que tu l'as, c'est exceptionnel. Donc là, je me dis, pour ceux qui ont commencé à avoir un petit peu l'écosystème, fait chier. Ou Ouais, même mais bon, sans, c'est même sans top, l'écosystème, effectivement, si tu l'as pas, ça peut Mais faire en chier. vrai, C'est un les peu gens comme ils moi. mettent des coques, c'est pas si grave en vrai. Alors, C'est en un- vrai de vrai, sur iPhone, j'en croise pas mal en mode prestige, tu vois. T'as l'iPhone d'entrée de gamme, mais t'aimes le risque. Le Ouais, le truc, du c'est risque. ça Bon. va être... En vrai, de vrai. Hein. Donc, quand t'en as mis 2, j'en mets 3. Allez. Je vois quand même beaucoup plus de gens qui ont des coques. En vrai. Parce vrai, que le c'est vrai. premier truc que les gens, quand ils achètent un téléphone, c'est la coque et le verre trempé. Moi, je regarde Quentin, là, il a pas de coque. Hein. Droit dans les yeux, comme ça. Effectivement. Ce qui est sûr, et tu en parlais, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut privilégier un iPhone 15 éventuellement qui est encore sur le catalogue d'Apple? Pour vous faire une rapide comparaison, l'iPhone 15 par rapport au 16E, tu vas avoir un slider silencieux et sur le nouveau, tu vas avoir un bouton action. Ça, c'est la grosse différence. Tu vas avoir la puce. Quelle grosse différence, excuse-moi. Ouais, je pense que c'était vrai que ton dans la idée manière derrière. dont je l'ai tourné, mais non. En vrai, non, Apple et l'innovation, vraiment, faut suivre. Hein. c'est pas une grosse différence, mais effectivement, si tu veux plus de personnalisation, c'est à noter. Surtout, la grosse différence va se faire sur le processeur A16 contre A18. T'as pas du coup un peu l'intelligence sur l'un, tu vas l'avoir sur l'autre. Tu as 2 caméras sur l'iPhone 15 avec un ultra grand angle et un grand angle. T'as qu'une seule caméra sur le 16E. Tu vas avoir Dynamic Island sur le 15 et tu vas avoir le notch sur le 16E. T'as un écran moins lumineux sur le 16E. Ça peut être aussi à noter. Et effectivement, le coût du MagSafe. Pour une comparaison au catalogue, je dis bien au catalogue Apple, le 16E il est à 719 € pour 128 Go et le 15 à 869 € pour 8 Go. Sachant que Maintenant. au prix retail, tu vas le trouver beaucoup moins cher vu que c'est les anciennes gammes. Exactement. Il va décoter plus vite. Maintenant, effectivement, j'ai fait la recherche pour vous dégrossir le travail. Ah. Tu peux aujourd'hui avoir un iPhone 15 Pro 128 Go pour 807 €. Donc, moins de 100 €. Sachant qu'il y a un truc que t'as pas évoqué aussi également, qui est pas si négligeable que ça, et je pense à toi, ça va te parler de ouf. Il n'y a pas de connectivité ultra wideband sur le SSE. Ça veut dire pour les que gens internationaux, pour tu penses les AirTags et tout, t'as que le Bluetooth. C'est vrai. Et t'as pas la précision. C'est voilà, vrai, mais à mon sens, tu vois, les gens qui achètent ça, je fais un big up à ma belle-mère, par exemple. Bon, Big tous up à la toutes belle-mère. ces trucs-là, elles sont bas les couilles, tu vois. J'ai Pardon la- pour le bas les couilles, mais le AirTag. tu vois, On embrasse la belle-mère. en vrai, tous ces trucs-là, où moi je me dis, en fait, ceux qui veulent un téléphone pour aller à l'essentiel, juste téléphoner, machin, tu veux avoir la meilleure qualité photo pour prendre les meilleurs souvenirs, tu veux avoir le téléphone qui va tenir la charge, tu veux un téléphone Ouais. qui va appeler, etc. Tu t'en fous, t'as pas besoin de AirTag, t'as pas d'Apple Watch, tu veux vraiment le rudimentaire. Et ce qui me fait chier là-dedans, c'est que le rudimentaire à 719 €, franchement, c'est abusé. Ça fait cher le rudimentaire. Après, tu restes dans l'écosystème Apple. Donc, Mais voilà, tu restes dans l'écosystème Apple, tu as accès à toutes les nouveautés, donc c'est aussi le truc cool, c'est que par rapport à un iPhone 15 ou un iPhone 15 Pro, tu as le dernier processeur, donc il va tenir plus longtemps dans le temps. Donc c'est aussi ça, c'est le pari du futur, c'est que c'est un téléphone Ah. qui va durer 5 ans, 7 ans. Ça va être un puissance versus fonctionnalité qui va se jouer. En Et fait, c'est ça. si t'es un power user ou t'es juste vraiment comme tu disais. Et je pense que c'est là le cas de ce que tu Utilisateur. citais. En fin de compte, c'est comme pour le discours qu'on avait sur le S25. À moins que vous proveniez d'un iPhone 12, 13 ou 14, il est urgent de ne pas se précipiter. Ah non, de ouf. Complètement. Non, de ouf.
Il y a juste une dernière information, et là c'est un petit peu le coup de Trafalgar qu'ils ont mis, et on était en mode c'est bizarre. Pour citer Mark Gurman, qui est un peu l'expert Apple, c'est un journaliste Bloomberg, je crois, mais le mec il est ultra taqué sur les actualités. Et puis il est proche d'Apple en fait. Il est proche d'Apple, dès qu'il y a une rumeur, globalement, s'il tweet un truc, tu sais globalement. Il peut faire shooter le cours d'Apple. Et le mec est chaud. Et en fait, Apple a annoncé en 15 secondes avoir ajouté une nouvelle puce à l'intérieur qui s'appelle Apple C1. Globalement, pour vous la faire courte, le Apple C1, c'est le modem d'Apple. Le premier modem 4G, 5G conçu entièrement en interne. Et ils ont chanté en fait la collaboration avec Qualcomm pour intégrer cette puce. Qui a été faite, je crois, avec Intel ou un truc comme ça. En fait, non, ils ont racheté une division. Ils ont racheté une division, ouais, c'est ça. Il y a 10 ans, un truc comme ça. Genre, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le sujet. Et en fait, ils ont eu beaucoup de déconvenues sur le modem. Parce que c'est un truc qui est très compliqué. Il faut se comprendre que c'est un truc qui fonctionne en permanence pour aller chercher, pour essayer d'attraper le réseau. C'est quelque chose qui est ultra important sur l'impact de l'autonomie, etc. Et surtout, c'est que, encore une fois, ils sont toujours dans cette démarche Apple, comme ils l'ont fait pour les MacBooks à l'époque, de se débarrasser d'un intermédiaire pour capitaliser sur... et internaliser un maximum de trucs. Je sais que, par exemple, ma mère, elle a trop de problèmes de 4G, 5G avec son téléphone. Mais mec, ce sujet, il est ultra important parce que si on devait mettre un billet sur la table sur un prochain potentiel gate, tu sais, comme il y a tous les gates qu'il y a eu sur Apple, le C1, c'est potentiellement là où il y a un potentiel danger. D'ailleurs, comme tu le dis, Apple en a pas fait des caisses. D'ailleurs, ce qui fait un peu peur, parce que d'habitude, ils sont souvent quand même en mode on a mis ça en nouveauté et on maîtrise le sujet et on vous vend un petit peu. Pour moi, il y a deux trucs à ça. C'est que je pense qu'à la fois, ils ont fait rapide parce que c'était une présentation de 20 minutes et donc du coup, on va pas s'étaler là-dessus. Mais vu que c'est un téléphone entrée de gamme et qui va durer dans le temps, qu'ils vont le garder au catalogue pendant un certain temps, on l'ajoute parce que ça va être la nouveauté qu'ils vont aussi intégrer sur les nouveaux iPhones. Concept. Je pense qu'il y a de ça. Sachant que les rumeurs parlent déjà qu'ils travaillent déjà sur le C2. Ça va faire chez Huawei tout ça, parce que Huawei ils sont très forts sur la partie. Tout à fait. Ouais, mais ils étaient déjà out puisque c'était Qualcomm le fournisseur de modem là-dessus. Mais vraiment, c'est un sujet sur lequel s'il y a un truc qui doit popper, un drama qui doit popper, c'est un des points cibles. Ce qui est sûr, c'est que je vais le tester et je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est. Je vous laisse nous écrire sur Instagram ce que vous en pensez. Et puis comme ça, on aura un petit peu votre avis, votre retour, votre feeling par rapport à ça. Du coup, on attend ton test. Le Flipper Zero. C'est quoi ça? C'est un truc qui fait flipper. Mathieu qui me fait plaisir avec ce sujet. Exactement. Je suis un peu en train de marcher sur le territoire de Rewan. Ah mais au contraire, moi c'est ce que je veux. Mais c'est un produit en fait dont j'entends souvent beaucoup parler, un peu en soum-soum, je trouve. Il n'y a pas une grosse exposition dessus. Et c'est souvent aussi un des sujets qui a fait trigger un peu tous les youtubeurs tech. De par ses fonctionnalités. Alors, juste par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai une anecdote sur ça. J'en parlerai après quand on aura expliqué ce que c'est le produit, mais c'est un produit qui est vachement présenté sur TikTok notamment. Je ne sais pas pourquoi particulièrement, mais je te laisse présenter et je viendrai avec mon anecdote. Alors, c'est quoi le Flipper Zero? En vrai, c'est un truc qui fait pas mal trigger les gens parce que c'est un appareil qui est multifonctionnel, qui est compact et qui est à la base destiné au piratage, mais surtout pour moi, c'est un produit qui est censé aider pour faire des tests d'intrusion. Mais ça se présente comment? Attends, j'arrive pas à l'imaginer. T'as déjà vu un Tamagotchi? Ouais, évidemment. En vrai, visuellement, ça te ressemble un petit peu à un Tamagotchi. Ou un pager. Oui, ah ouais, pager, ouais. Le beeper là. Alors, allô, bonjour. Imagine un espèce de Tamagotchi un peu long, donc c'est vraiment un tout petit truc, ça tient dans une main. Ok. Flipper Zero, en fait... L'interface, c'est un écran, tu sais, les gros écrans avec les gros pixels à l'ancienne. Ouais, alors c'est pas les e-ink, mais tu sais, les écrans de jeux de Game Boy électronique d'époque, là, de jeux électroniques. Quand t'appuies ton écran dessus, ça se noircit. Un peu, genre, là, tu peux pas parce que c'est quand même un peu solidifié et tout ça. Et en fait, Flipper Zero, ce qui est marrant, c'est que la mascotte de Flipper, c'est un dauphin. Flipper. Bah, évidemment. Voilà. Et alors, effectivement, c'est pas un truc qui fait pour le c'est fait pour le piratage, mais c'est une boîte à outils destinée aux experts de la sécurité de l'information, pour éviter d'utiliser le terme piratage. Ouais, en gros, tout simplement, ça inclut plusieurs fonctionnalités, comme ça peut capter et émettre des signaux de radio. Ça intègre un lecteur RFID, donc ça peut lire, écrire et émuler des cartes sans contact. Des cartes, des badges d'entrée de bâtiment. Trucs Navigo. Et c'est typiquement le genre de truc qui va pouvoir interagir avec plusieurs matos, comme des télécommandes, des badges d'accès, et des appareils IoT. J'ai donné cours dans mon école, il y a un mec qui l'avait et qui m'a fait la blague, qui m'a éteint le projecteur. J'ai dit, les gars, j'ai votre âge, faites pas ça, je vais juste vous exclure du cours. Moi, je suis pas Roger, 60 ans, qui dit, oh, la machine, elle est croissée. Hein.
Moi, faut pas me. Ah, il m'a vous m'avez fait la blague, truc, vous là. êtes content, prochain coup, vous sortez. C'est terminé, je vais pas me prendre la tête. Timothée, 14 ans, casse-toi. Alors, non, alors c'était des cours de Master 2, enfin Master 1, pardon. Donc, les mecs, ils ont la vingtaine. Je dis, bon, allez, vas-y, vous êtes contents, voilà, on a fait la blague, on enchaîne. Comme vous vous en doutez, il y a pas mal de dangers potentiels, hein, comme la capacité d'ouvrir des portails d'immeubles, de chambres d'hôtel non sécurisées, par exemple. Ça peut brouiller des signaux Wi-Fi. Donc, ça peut faire planter à distance certains appareils. Ça pourrait aussi potentiellement subtiliser des données bancaires, sauf le cryptogramme. Mais je tiens quand même à rassurer, hein, son utilisation malveillante, elle est quand même limitée, hein, par ses capacités matérielles. Et ça nécessite quand même c'est pas le tout venant qui peut se permettre de faire ce genre de dinguerie. Voilà, c'est pas aussi simple à utiliser. Genre, demain, j'achète le truc. Si il y a quoi? Il y a une interface, tu dois le connecter. Genre, t'as juste à le poser sur un badge et ça le copie en fait. Alors, en fait, dans les grandes lignes, oui. Dans l'exploitation technique, ça dépend. Parce qu'en fait, sans rentrer trop dans les détails, tu as tout un tas de protocoles, toutes les cartes comment dire, tous les badges d'accès, toutes les cartes, tu sais, pour les parkings, ce genre de trucs se valent pas. En termes de chiffrement, tu as plusieurs types de chiffrement, du MIFARE, du MIFARE 1K, ce genre de choses. Donc, ça va dépendre aussi de la complexité du chiffrement que tu mets au degré de sécurisation. De sécurité que tu mets de ton matériel, en fait. Donc, tu as ça, tu as le Bluetooth. Ça va exploiter potentiellement des vulnérabilités sur des protocoles type Bluetooth, etc. De l'infrarouge. L'infrarouge, c'est pas du chiffrement, c'est juste des séquences qui sont reproductibles à souhait. Un truc dont tu n'as pas parlé, il y a aussi la petite partie, tu sais, pour les caisses en libre service de chez Auchan, Carrefour, etc. Vous savez, des fois, quand vous avez un problème, elle arrive, elle met un espèce de petit badge pour passer en mode admin. Genre, il y a ça aussi. Tu peux le faire. Il y a ça aussi, tu peux le faire, tout à fait. Et au niveau de l'interface, donc tu as une petite interface qui est assez simple. Tu as une application que tu peux connecter à ton téléphone pour lancer des exécutions de code à distance. Tu peux, par exemple, faire ce qu'on appelle des attaques par HID. Donc, en fait, vous avez peut-être entendu parler des clés USB qui se font passer pour des claviers qui permettent de faire des exécutions de commande à distance. Ouais. Tu peux le faire avec le Flipper 0, tu le branches en Scred et tu exécutes ton payload à distance. Donc, ton payload, c'est ta charge active qui vient lancer l'exécution de ta commande avec, par exemple, Windows R pour lancer l'invite de commande de l'exécution. Exécuter un programme, quoi. Faire cmd.exe, entrer. Donc, encore une fois, ça envoie juste ton ordinateur vers comme un clavier et va t'exécuter toute ta commande balayante. Donc, tu as plein de cas d'usage. Tu peux lui dire, tu le plugs et tu dis, ouvre-moi la commande DOS, par exemple, ou même une commande DOS. Et après, toi, tu peux dire, je sais pas, genre, cas extrême, formatage complet d'un disque dur. Ça, ou télécharge ce fichier depuis telle adresse, exécute-le. La dinguerie. Et alors, du coup, là, on dit comme ça, on dit ça fait flipper, etc. C'est des outils quand même qui sont à destination de professionnels. Il y a quand même pas mal de tutos qui permettent de faire 2-3 trucs assez intéressants sur Internet. Malgré tout, malgré l'aspect jouet du truc, ça nécessite quand même des compétences un petit peu particulières et connaître le sujet de ton attaque. Tu peux pas juste arriver, tu vas pouvoir cloner des cartes un peu basiques, mais tu vas pas pirater la CIA avec, quoi. Mais après, un mec déterminé, il peut arriver à ses fins parce que, comme tu disais, il y a quand même pas mal de tutos qui traînent sur Internet. Quelqu'un qui est déter, à mon avis, il peut y arriver, qui décide de mettre les mains dans le cambouis pour atteindre un objectif, ça peut être le cas. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est open source. On parlait la dernière fois de l'open source, c'est open source. Tu peux développer ton propre système d'exploitation et tes propres modules sur le Flipper 0 et tu as ce qu'on appelle des broches GPIO que tu peux mettre au-dessus et qui vont même te permettre au niveau matériel de créer des extensions. Donc, par exemple, il ne supporte pas le Wi-Fi par défaut. Sur le site de Flipper 0 officiel, tu peux acheter le module Wi-Fi que tu viens brancher au-dessus du Flipper 0 pour faire des attaques par déphasage, par clonage de réseau, ce genre de trucs, sur les bornes 3,4 GHz ou 5 GHz sur la partie Wi-Fi. Et toi, si tu as les compétences derrière au niveau hardware, tu peux créer tes propres modules, les faire imprimer, etc. Non mais c'est une dinguerie. Je viens de voir, le produit, il est dispo sur Amazon. C'est ça. 205 €. Let's go, quoi. C'est ça qui est assez ouf, c'est que ce type de produit, il est quand même en vente libre. Sur des plateformes comme Amazon. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'informations sur le fait que le gouvernement se soit penché sur la question, bien qu'il ait dit que certains envisagent son interdiction. Alors, je crois que ça a déjà été fait pour le Canada, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que tu ne peux pas rentrer au Canada avec. Et pour la petite histoire de mon anecdote de tout à l'heure, j'ai un ami, puisque moi je travaille en sécurité informatique, j'ai un ami qui l'avait dans son sac au moment où il est passé à l'aéroport. Je ne sais plus dans quel pays exactement il allait. Il me semble que c'était Proche-Orient. Et le mec donc, a vu ce truc-là, puisque vous sortez les appareils électroniques au moment de passer la douane. Il a dit c'est quoi ça? Il a dit mais ça c'est rien, c'est un jouet et tout. Le douanier qui lui répond mais tu te fous de ma gueule, je l'ai vu sur TikTok, ce truc-là c'est un truc de pirate. Mais non, il s'est fait coincer. Attrapé par la douane. Ah, je suis éclaté. Sur ce truc-là. Et en fait, alors, pour revenir sur l'objet en lui-même, il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que c'est du tout en un. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capacités sur le Flipper 0, mais que tu peux acheter déjà de manière séparée tous
les outils nécessaires aux attaques qui sont combinés dans le Flipper 0. Ouais. C'est pas parce qu'on va bannir ce truc-là. Ça aurait aucun sens, en fait. C'est de la sécurité par l'obscurantisme. Ça veut pas dire que si t'as pas demain un petit Raspberry avec un module NFC, tu pourrais pas faire la même chose. Des outils pour cloner les cartes dans l'exercice qu'on appelle des exercices de Red Team, qui sont des intrusions. En fait, on essaie de compromettre le système d'exploitation d'une entité, mais en faisant même de l'accès physique et tout, en suivant des gens, en montant des infrastructures assez avancées pour capturer des données. C'est des exercices qui vont plus loin que juste le pentest et qui nécessitent vachement plus d'expertise. Ils sont déjà à dispo tous les outils sans aller directement sur Flipper 0. Le truc pour cloner des cartes, je l'ai chez moi. Après, c'est sûr qu'avoir un boîtier comme ça, en fait, il y a le côté aussi un peu plus attrayant, tu disais jouet. Donc en fait, c'est ça aussi le côté un peu pervers du truc, c'est que tu te dis, attends, mais c'est accessible sur Amazon, il est sympa, il est mignon, c'est Flipper le dauphin et je pirate le Après, truc voilà, avec. Il y a ce côté aussi un petit peu où il y a une philosophie un peu pour certains qui n'est pas forcément dans la nuisance, mais c'est un peu le Raspberry du hacker en fait. Donc il y a plein de gens qui ont envie, mais simplement pour s'amuser avec, s'amuser à le coder, voir les possibilités qu'a l'appareil, etc., etc. Donc ça là-dessus... C'est marrant, vous parlez du Raspberry Pi, je suis sur le site actuellement, et ils font un module de jeu vidéo. Je sais pas si tu l'as vu, Mathieu. Ouais. Genre pour 60 balles, tu clipses le truc. Alors après, je sais pas comment ça fonctionne, parce que visuellement, c'est comme si tu rajoutais une petite extension, une petite carte... peut-être d'acquisition, un truc comme ça, mais on voit les pins dessus. C'est les broches GPIO, c'est le même principe que sur le Raspberry. Ouais, et en fait, après, tu peux brancher ton écran par-dessus. Enfin, il y a un vidéo out. Ouais, comme le dirait One, en fait, c'est un truc qui peut évoluer en plus en fonction de ce que tu attends du produit. Il y a plein de choses qui viennent s'interfacer avec, quoi. Un écran, ça peut être plein de choses. Tu as de l'alimentation, tu as ton signal. Une fois que tu sais comment ça fonctionne techniquement, tu peux finir développer ton petit Alors, encore une fois, je veux rappeler aux gens, pour pas qu'ils paniquent, que c'est pas non plus... on se fait pas pirater comme ça très facilement non plus. C'est pas tout récent, c'est sorti il y a déjà quelques années quand même, le Flipper 0. Hein. Donc, pour les gens les plus critiques, pour ceux qui vont entendre ça et qui sont vraiment parano, et ça peut se comprendre et ça peut s'entendre, il y a des solutions. Typiquement, si votre principale inquiétude, c'est la carte bleue, il y a des petits portefeuilles RFID, anti-RFID qui bloquent. Voilà, vous pouvez prendre un porte-carte aussi, voilà, si vous voulez pas un portefeuille. Il y a des solutions qui existent. On nous explique aussi beaucoup, tu vois, sur les réseaux sociaux, quand on parle de ce produit-là, qu'il y a moyen de hacker des clés ou des cartes de véhicules. Bon, ça se fait pas aussi facilement. Par contre, des gestes simples, laissez pas par exemple traîner une paire de clés proche d'une fenêtre, là où ça peut se capter ou autre. J'ai hacké ma Tesla avec le Flipper 0. Alors, c'est un beau titre, ça. Je te jure, pareil, anecdote sur les protocoles récents, en fin de compte, sur les clés, tu as des espèces d'envoi et de réponse. En fait, tu as des clés qui sont calculées à l'avance, genre 5 ou 10 clés à l'avance, et quand tu envoies un code de déverrouillage, la voiture s'attend à un certain code. Donc, si vous achetez un Flipper 0 et que vous essayez de faire ce genre d'attaque, attention. Alors, ouais, c'est ça, on peut prévoir la séquence qui va être envoyée par la suite. Avec le Flipper 0, le problème, c'est que si tu fais mal ton attaque, tu peux bloquer ta clé. Puisqu'en fait, tu vas faire tellement de tentatives que la voiture va récupérer les tentatives sans l'envoi. Ouais, c'est ça, sans l'envoi par la clé. Et en fin de compte, tu vas bloquer la voiture, quoi. La séquence de ta clé va pas correspondre à celle qui est attendue par la voiture. Et en fin de compte, tu vas complètement déphaser ta clé. C'est 500 balles concession si vous en sortez bien pour refaire une clé. Donc en vrai, chiant, faites attention. Ouais, donc bon, paniquez pas non plus, mais c'est important de savoir que ça existe. Et c'est rigolo, hein, pour moi qui l'ai avec le module Wi-Fi et tout. Il y a des trucs un petit peu sympas dessus. T'as là une communauté. T'as le Flipper 0, toi? J'ai le Flipper 0, bien sûr. Attends, mais pourquoi tu me l'as jamais montré ce truc, Ah bah je le ramènerai prochainement. Mais je savais pas, j'ai découvert le sujet ce matin. Il y a du monde, hein, mais pour montrer les trucs rigolos, pour hacker les voitures. Mais grave, c'est terrible ça. Je l'ai pour copier les cartes. Alors, blague à part, je m'en suis déjà servi parce que je fais beaucoup de déplacements. Ça m'arrive des fois de copier les cartes que je peux copier juste pour, si jamais j'oublie, bah au moins j'ai le truc de secours de. C'est un backup, quoi. Je peux ouvrir, ouais, c'est vraiment un backup. Clé de backup, quoi. Encore une fois, normalement, c'est pas autorisé. Par pitié, faites ça dans le cadre légal. Sachez ce que vous faites et renseignez-vous. Essayez pas de pirater vos collègues ou quoi, parce que c'est répréhensible par la loi, je le rappelle. Et j'ai installé du coup une version open source de l'OS qui existe. Tu peux faire des trucs sympas, genre il y a Doom 1. Je peux faire tourner Doom 1 sur le Raspberry. Tourne partout. Non mais c'est zinzin ce truc. Donc franchement, c'est hyper mignon comme truc, c'est vachement sympa. Si vous êtes un curieux de manière générale du développement de la sécurité informatique, c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Il y a une grosse communauté là-dessus. Pour se faire un petit labo pour tester, c'est vraiment typiquement le genre d'outil que je recommande, pas très cher en plus, tu l'as dit tout à l'heure sur Amazon. 200 balles quand même. 200 balles, 205. Pas mal en rupture, faites attention quand même. Moins cher que l'iPhone 16e. Ouais, c'est sûr, mais je préfère m'acheter un portable à ce prix-là. Un porte-carte RFID peut-être. Aussi, ouais, mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est vrai. Bon petit outil, moi j'aime bien. Bienvenue dans cette
Mes osios, s'il te plaît. Hein, Ah, pardon, dis les termes. oui, oui, oui. Dis les termes. Mes petits osios, bienvenue dans la confrontation. Dans ce petit jeu, on va comparer deux choses et puis on va voir, connaître un petit peu votre avis, que ce soit en une phrase ou bien en développant, peu importe. Et en rentrant directement dans le sujet, je veux vos avis. Livre ou liseuse? Moi, je suis les deux, moi. Non mais tu peux pas faire ça, tu connais pas le jeu, toi. Je te jure C'est une que je suis les deux, confrontation. et j'en parlais la dernière fois avec la série de livres que j'aime bien sur Donjons et Dragons. J'ai la liseuse, j'ai les livres sur la liseuse, mais je les ai aussi en physique. Je veux l'objet que j'aime bien. Physique. Mais vu que je me déplace beaucoup ou que je vais lire dans le lit, que je ne veux pas me trimballer et exploser mes livres pendant le transport, j'ai la liseuse pour ces cas d'usage-là. Donc en vrai, tu me à choisir pour l'authenticité, monsieur, je choisirais le livre. Ah, ok. Pour d'accord. l'expérience de tourner les pages, pour le bruit du papier. Mathieu? Bah, moi, n'ayant jamais eu vraiment de liseuse j'ai jamais vraiment tenté l'expérience liseuse à fond, je dirais livre. Ok. Et puisque vous me demandez mon avis, bah moi. Allez, Quentin. Et du coup, Quentin, est-ce que tu es plutôt livre ou est-ce que tu es plutôt liseuse? J'adore quand vous vous mettez à deux pour moi, j'adore. Phrase de fou, titre. Grave. Moi, plutôt livre. Clairement, livre. Parce qu'effectivement, j'adore ce côté sensation physique de tourner les pages et tout ça. C'est vrai que c'est hyper encombrant et c'est casse-couille quand tu pars en vacances ou des choses comme ça. Tu dis ça en dessous de tes calax remplis de, ouais, de c'est beaux clair. livres et tout Mais ça. j'adore en fait l'objet, que ce soit à la fois le livre que tu vas prendre, tu vois, livre de poche ou machin, ou alors les beaux livres de photos. Moi, ça, c'est un truc, c'est mon dada, je kiffe ça, quoi. Quand t'étais plus jeune, t'avais le combo livre-cheminée ou pas? Non, mais moi, en fait, quand j'étais jeune, pour te dire, j'ai jamais lu. Je suis pareil que toi. En fait, ça me saoulait. J'étais tellement dégoûté par tous les trucs. Et pourtant, j'ai fait elle, hein, tu vois. Donc, j'ai lu beaucoup de trucs. Tu parlais de Madame Bovary, je crois, la dernière fois. Bref, hein, j'ai lu beaucoup de trucs de littérature. Mais en vrai, c'est parfois même ma mère qui me les lisait parce que j'avais la flemme de les T'as pas lire. eu plaisir, t'as pas trouvé de En fait, non. livre. En fait, c'est ça qui m'énerve. Bon, c'est vraiment un autre sujet, hein, complètement à part. Mais ce qui m'énerve avec l'éducation, c'est que nationale, des trucs comme ça, où vraiment, en fait, ils te font lire des livres que t'as pas envie de lire. Et donc, du coup, ça te dégoûte de la lecture. Et je redécouvre depuis 2 ans, en fait, la lecture parce que je lis des sujets qui m'intéressent, qui m'intriguent ou des livres, des thématiques qui sont chouettes, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, je comprends la partie. Il faut effectivement, on a un héritage, on a quand même des époques assez marquantes, on a des grands auteurs. Nous, comment dire, on est à côté de la maison de Jean-Jacques Rousseau, donc on pourrait, c'est un peu, bizarre pour nous d'évoquer cette chose de la manière, mais c'est vraiment le dégoût entre l'éducation nationale et les programmes obligatoires avaient juste le goût de la matière et ça se reflétait dans plein d'autres de matières. Complètement. Le fait de dire la littérature, moi j'aime bien lire, je suis pareil que toi, mais j'aime pas tout lire. Il y a des choses avec lesquelles je pense que c'est pareil, c'est comme si on te forçait à regarder un film que t'aimes pas. Mais c'est un peu ça. C'est la même chose. Mais tu peux quand même mieux le digérer un film parce que tu peux te poser et tout. Un livre, il faut quand même avoir une certaine concentration. On te mâche le travail avec un livre, t'as un contexte, t'as des images, t'as du son. Le livre, si t'as pas envie de t'investir dedans, t'auras pas la mécanique mentale de te projeter dedans. C'est ce que j'avais d'ailleurs fait sur plusieurs trucs où en dernière minute tu dois lire un livre, je regardais le film. Genre le chien des Baskerville. Mais t'imagines si on avait eu l'IA à l'époque, résume-moi genre ce chapitre de ce livre. Clairement. Là, ça aurait été une dinguerie. Deuxième confrontation, iPhone 16e ou iPhone haut de gamme d'ancienne génération. Donc on va dire par exemple l'iPhone 15 Pro par exemple. Ouais, ben moi je serais plus team iPhone 15 Pro parce que je privilégie plus les fonctionnalités que juste avoir plus de possibilités. Tu vois, moi tu m'enlèves la stab en vidéo, bon bah potentiellement ça c'est un frein. Voilà, les AirTags, voilà, potentiellement le ProMotion aussi également. Je préférerais avoir plus de fonctionnalités que d'avoir forcément la dernière puce en date. Pour le même prix, voire moins cher, tu as plus de fonctionnalités sur l'iPhone 15 du coup. Je pense que je prendrais le 15 haut de gamme aussi, ouais. Pareil, aligné sur les choix. Bah, mon problème là-dedans, c'est que pour moi, c'est vraiment une question de personnes en fait à qui ça s'adresse. Je suis d'accord. Mais là, si c'était que pour nous, c'était voilà, pour moi, je prends clairement sans hésiter le 15 Pro. Voilà, Okay, parce que je suis un bolos. Eh ben non, mais même pas ça. La partie Apple Intelligence, tu t'en fous. Oui. Non, mais surtout que tu l'auras. L'écran moins fluide. 60 Hz, quand t'as connu 90 Hz, c'est chaud d'y repasser. Là, c'est même le 120 Hz sur le ProMotion. 120 Hz en plus, ouais. Les animations, elles en prennent un coup, quoi. Ouais. Donc, voilà, encore une fois, si on se place de notre côté. Hein. Voilà, si on se place de notre côté, je pense qu'on est tous plus d'accord qu'on veut de la fonctionnalité que... Le seul truc qui m'aurait peut-être fait pencher pour la partie 16, ça aurait été sur le support, parce que du coup, nouveau produit, donc support, des mises à jour mais un peu Apple, là, ils sont plutôt exemplaires dans le support, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui a un 15 Pro, il va pas se mettre à transpirer
parce qu'il y a une gamme 16 qui sort, tu vois. Il y a des gens qui vivent encore très bien avec des anciens modèles d'ancienne génération. J'avais lu un commentaire d'un mec sous la vidéo de Jérôme là pour le coup parce que moi Salut, je regarde ça avec mon 3GS. J'ai pris 8 jours pour me faire la vidéo. Rigole pas, le gars disait, donc j'ai plus son nom, désolé, il disait qu'il avait un iPhone XS. Voilà. Ma mère elle a l'iPhone 10S. Ouais, voilà. 10S, pardon. Inséré un clip de Rof. Et le gars disait, je vais passer à l'iPhone 12 Pro dans pas longtemps. Tu vois, il dit, ça sert à rien de. Mais la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, il repousse un peu l'échéance, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et vu que tu as les derniers processeurs, tu n'es plus obligé de racheter ton téléphone un an plus tard. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et aujourd'hui, un iPhone, même 14 Pro, même 13 Pro, vaut largement le coup. Et je vous conseille, même si vous hésitez pour pas payer trop cher et tout ça, partez là-dessus, en vrai. Et pour des questions d'IA, tu peux, si tu n'as pas un peu l'intelligence, tu vas chez les autres, chez ChatGPT, Perplexity et tout ça. Tu n'auras pas forcément cette intégration dans l'OS. Bon, c'est un. Sur laquelle on n'a pas de retour pour l'instant en France. Hein, oui, donc ça, c'est vrai. Si vous savez pas que vous en avez besoin, c'est que vous en avez probablement pas besoin. Et je le disais dans un des épisodes précédents, juste pour terminer là-dessus, mais que, en vrai, les vendeurs de smartphones, là, ils sont arrivés à un plafond. Ils n'arrivent plus à, tu vois, nous vendre. Y a plus tu prends un iPhone 13 Pro, comme tu disais, entre un 13 Pro aujourd'hui et un 16. Il n'y a plus un gap de ouf. C'est l'IA qui va venir un petit peu booster les ventes parce qu'elle va être intégrée dans l'OS et que tu vas pouvoir faire des choses que tu ne ferais plus avec la gestuelle. Tu feras à la voix. Bon, très bien. Et encore, il va falloir apprendre cette gymnastique de parler à ton téléphone. Moi, c'est toujours un peu difficile. Ouais, dans les transports, t'imagines parler. Alors, la différence avec aujourd'hui, c'est que ça fonctionne vachement par mots-clés. Si tu dis pas le mot-clé précis, il va pas comprendre. Alors que maintenant, il va y avoir une certaine interprétation. Mais après, il y a une autre chose, c'est la partie photo et vidéo. Et ça, effectivement, quand tu passes d'une génération à une autre, tu commences à avoir parfois un petit peu de gap entre le 13 Pro et le 16 Pro. Il y a quand même un gros changement. Oui, là-dessus. Mais bon, ça dépend ce dont tu as besoin. Ce qui est les 3/4 des cas d'usage des gens, en fin de compte, des belles photos. C'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment la photo qui compte le plus. L'argent que tu mets pas là-dedans, c'est l'argent que tu mettras dans un voyage, dans un resto. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir les derniers Alors, le dernier, non. Mais en fait, à mon sens, et c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone, l'appareil photo que tu as toujours sur toi, c'est celui qui est dans ta poche. Oui. Donc, quand tu regardes vraiment ce que tu vas prendre entre ton appareil photo et ton téléphone, ça va être ton téléphone le plus possible. Oui. Et même moi, je le vois avec des appareils photo et des caméras partout autour de moi. Ce que je vais utiliser le plus, c'est mon téléphone pour prendre des photos. Ouais. Quand je pars en vacances, parfois j'ai la flemme de sortir le gros appareil photo. Et c'est pour ça que j'en ai pris un compact maintenant, pour avoir toujours ce plaisir-là. Mais en vrai, la réalité des faits, c'est le téléphone. Et c'est encore une fois parce que toi, t'es sensible à ça, tu vois. Mais même, mais peu importe. Mamie Jacqueline, et Micheline, pardon, du métro 4, celle qui regarde YouPorn, on n'oublie pas. Ouais. Et elle prend des photos de ses petits-enfants avec son téléphone. Les 3/4 des gens, c'est SMS, appels, des FaceTime de temps en temps et surtout des photos. Mais oui. Les gens qui achètent les derniers iPhones pour des meetings sur Teams ou des trucs, des mails Outlook, vous avez l'argent, c'est bien pour vous, mais soyez pas mariés à une marque ou à un modèle, quoi. Faites ce qui vous convient en termes de confort d'utilisation et de fonctionnalité attendue, quoi. Mais ouais, globalement, on est plutôt d'accord, c'est plutôt iPhone 15 haut de gamme. Je pense, ouais. Tout à fait. Bon, la petite dernière question de Tati Micheline, c'est Netflix ou Blu-ray? Mais là, c'est pareil. C'est des cas d'usage. Ah non. Non, là, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non. Ok, je te prends un exemple tout simple. Soirée film avec madame, t'as le setup, t'as le bon son, t'as le 5.1, t'as ton petit lecteur Blu-ray, c'est soirée film. La galette. Soirée Blu-ray pour la qualité, tout ça, obligatoire, et même pour dire cet objet-là, je l'ai, tu vois. Là, tu me fais plaisir. Tu reprends l'exemple que tu citais dans ta vidéo sans iPhone pendant une semaine. Tu fais cuire le poulet. Est-ce que tu vas mettre ton Dolby Atmos, ton truc 5.1 et ton Blu-ray pendant que tu fais cuire ton poulet? Non, sur la tablette, tu mets Netflix. Donc pour moi, c'est pas comparable. Putain, il est chiant, lui. T'es relou. Acheter. Alors, en vrai, moi, déjà, par exemple, je regarde pas trop Netflix. Enfin, je préfère regarder des vidéos, des trucs courts quand je suis en train de manger, par exemple, si on prend ce contexte. Pour moi, c'est vraiment, là, c'était plutôt le cas d'usage en soirée posée et même en termes d'utilisation. Je sais que vous êtes des pirates dans tous les cas. Mais j'ai les abonnements. Je crois que l'abonnement vidéo que j'ai pas, c'est Disney+, parce que ça vaut pas le coup, moi, à mon stade. Mais Prime et Netflix, je ralasse. Hein. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est avoir soit l'objet ou préférer juste avoir, par exemple, une Apple TV ou un hub sur lequel tu vas regarder du le jour où t'as
t'as Internet qui tombe en rade, bon, si tant est que tu fais un partage de co, bon, t'es quand même en galère avec le Blu-ray, t'as pas ce problème. Mais moi, en fait, le souci, c'est que, je sais pas pour vous, hein, mais c'est encore une fois une question aussi de sensibilité. Je suis d'accord. Moi, et d'âge, ma moitié, elle va au vidéoclub. Elle, ça pourrait être en 720p. Ah non. Ah non. Moi, non, monsieur. Moi, mon gars, je te jure, quand je regarde ma série et que je vois le logo HDR qui s'illumine, j'ai le téton qui pointe. Je suis là, je dis ça te stimule, oui, je sais. Et tout, tac, le Dolby Vision qui s'allume. Il entend le Universal avec le parquet qui vibre. Je suis un regard, tu vois, ma meuf me regarde, je suis presque obligé de me justifier, tu vois. Je lui dis, non, mais c'est toi la seule et unique, chérie, tu vois, tu comprends, mais Dolby, quoi, Dolby Vision, tu vois. Elle s'en bat les reins, tu vois, elle est là, machin. Et en fait, ça ruine un peu, donc je dis, vas-y, ok, balance 720p des familles. Mais du coup, voilà, pour en revenir au débat, ça, tu vois, que ce soit du Netflix ou un beau Blu-ray avec la meilleure expérience, quand t'es tout seul, j'ai envie de te dire, oui, tu veux te mettre le truc qui va t'éclater la rétine. Après, ça dépend de la personne avec qui t'es, la sensibilité. Tu sais, genre, tu vois, tu fais ça, tu mets le Blu-ray et tout. Moi, ma meuf, elle serait capable de me dire, ah, mais franchement, tu sais quoi, tu vas à la messe ou quoi, là? T'es obligé de faire un cérémonial et tout. Tu sais, tu mets le truc. Il y a le Dolby qui ça. Ah, t'as le menu du Blu-ray. Tu dis, ah ouais, trop bien. Mais je suis d'accord avec toi. T'assimiles presque ça à ceux qui reviennent en arrière avec le vinyle, avec le fait de mettre le vinyle pour écouter de la musique. Après, là où je suis d'accord avec J'ai l'impression d'être méga vieux, du coup. Je pense que c'est générationnel, frère. Hein, mais je sens l'embuscade arriver. Je suis d'accord sur le point. Je reviens au point des livres et des jeux vidéo qu'on avait abordé dans un épisode précédent. Ça me fait chier d'avoir tout en location. Quand j'achète mon Blu-ray, j'achète mon jeu, je veux la boîte, je veux le truc et je veux pouvoir le mettre et que ça fonctionne. Bon courage, hein. Avec le Blu-ray, non, mais avec le Blu-ray, tu l'as encore. Ouais. C'est un des rares trucs où tu achètes le Blu-ray, t'as ton putain de film et tu peux le mettre dans ton truc et tu l'as, t'as pas Internet. Bon, on n'en parle pas aujourd'hui, mais pense à Micromania là qui est en train de. Mais Micromania, faut aller se faire foutre. Je suis désolé, mais Micromania, tu vas chez eux, ils veulent te vendre des pop, des chaises, des jeux vidéo, ils te les reprennent ils te les vendent 80 €, ils te les reprennent le lendemain 2,50 € et 2 paquets de gitane sans filtre. Je rappelle, c'était ma blague précédente que je récupère. Non, Micromania, je suis désolé, vous n'êtes pas adapté au modèle, c'est de votre faute. Bref, c'est pas le débat. Pour la partie accessibilité, Netflix tous les jours, t'allumes, ça fonctionne. C'est ça, je pense que c'est aussi par rapport au contenu que tu vas regarder. Quand tu veux vraiment te poser devant un bon film que t'as choisi, parce que tu sais que celui-là, tu vas te régaler. Bon, voilà, là, tu peux te dire, je fais l'effort, je prends le Blu-ray, je m'installe. Après, pour des trucs, Emily in Paris, par exemple, non. Non, je suis d'accord. Là, il y a des gens qui achètent la complète en Blu-ray d'Emily in Paris. Je sais même pas si ça existe, je pense pas, mais bon, ça serait fou. Si vous avez acheté ça, je suis désolé. La recommandation. Et moi, je vais commencer, je suis désolé, je vais vous plomber, c'est une presque recommandation. Parce que j'ai rien regardé encore, puisque je crois que ça sort le jour où on enregistre le podcast. Ah, le mec, il balance des trucs. En fait, t'as regardé une bande-annonce, quoi. J'ai vraiment regardé une bande-annonce. Donc, tu fais une recommandation d'un teaser. C'est le mec qui arrive, j'ai vu une affiche. J'ai même pas vu une vidéo, j'ai vu une jaquette. Il y a une série, donc bon, je pense que là, avec l'épisode, c'est acquis. Si vous le savez pas, je bosse en cyber. Et globalement, les films et les séries autour de scènes qui décrivent des trucs liés au piratage, bon, c'est globalement de la merde. Hein. Je sais pas si vous avez vu l'extrait de NCIS où les mecs sont à deux en train de taper sur le même clavier pour contrer un hacker. Avec les lignes vertes qui défilent. Ah, mais avec les pop-up qui sortent de partout. Pépites. Il y a des compiles sur YouTube. Si vous les avez pas regardés, allez-y sur les meilleures scènes de piratage. Je crois que c'est GQ qui avait fait ça. Légendaire. Il y a une très bonne série qui s'appelle Mr. Robot qui est sortie il y a un certain temps, mis à part la dimension psychologique du truc. C'était la plus crédible. Qui était l'une des plus crédibles en termes de scénario de piratage. Et quand je regardais les lignes de commande, c'était cohérent. Mais même les explications, les outils utilisés, c'était assez vrai. Mis à part la partie dimension psychologique, voilà. Si vous l'avez pas vu, 4 saisons, allez regarder, c'est vraiment très très bien fait. Une petite anecdote, moi j'ai bossé avec la boîte qui a été singée dans le. C'est-à-dire quoi singée? Tu sais en fait la boîte qui est le grand méchant de la saison 1. E-Corp. Comment ça s'appelait? Evil Corp. E-Corp et ils l'ont ramené en Evil Corp. Evil Corp en fait c'est la boîte. Je crois qu'elle est singée de Iron Mountain. Oh merde. Tu connais peut-être, non? Mais c'est plus vieux, Iron Mountain. Regarde les logos, c'est quasiment les mêmes. Ouais, mais je crois, en plus, j'avais déjà vu une entreprise qui avait ce logo-là. Voilà, et donc du coup, c'est vraiment la boîte, moi je la voyais dans la série, qui était le méchant, l'antagoniste de la saison 1. C'est ça. Et c'était la boîte avec laquelle je bosse, qui est un des prestataires de ma boîte. Et du coup, pour parler de la recommandation... Je sais, on s'en balèque, mais voilà, je l'ai raconté. Non, mais c'est intéressant. J'ai vraiment l'anecdote. J'ai vu le regard. On a fait 3 minutes, j'ai toujours pas fait mon anecdote. J'étais concentré, j'étais perdu dans tes mots, je suis désolé. Il était à fond.
Et du coup, j'ai vu passer hier une jaquette pour une série qui s'appelle Zero Day, qui apparemment un des personnages principaux ce serait Robert De Niro, puisque c'est lui qui est sur la jaquette. Et une Zero Day, pour expliquer un petit peu le truc, c'est une vulnérabilité qui n'a pas encore de patch. On dit souvent faille Zero Day d'ailleurs. Une faille Zero Day, une vulnérabilité Zero Day, et c'est une vulnérabilité qui existe, on sait qu'elle existe, mais à l'heure actuelle il n'y a pas de correctif qui a été développé pour pallier ou pour corriger cette vulnérabilité. C'est tout neuf quoi. C'est tout neuf, et globalement t'es un peu dans la merde, mis à part comment dire, mettre ton service hors ligne, tu peux globalement pas faire grand chose. C'est une série Netflix, j'ai vu la jaquette hier, je me suis dit ça a l'air pas mal cool. Le synopsis globalement, j'ai vu la jaquette, frère. Je te jure, c'est l'affiche. C'est vraiment, j'ai vu la jaquette. Ouais, mais voilà, j'ai vu l'affiche. On n'est plus en 1962. J'utilise les termes français. J'ai vu la jaquette. J'ai vu la cover. La cover. J'ai vu la cover et globalement je me suis dit ma foi, ça a l'air croustillant tout ça. Mais ça m'a l'air tout à fait fortuit. J'ai tourné le coin et qu'est-ce que je vois? La cover. La cover. De Zero Day. La cover du Zero Day. Oh non, non, ça marche pas Zero Day parce qu'ils vont le franciser les Québécois. De vulnérabilité de jour zéro. Je sais même pas comment on dit Zero Day en français. Jour zéro, ouais, c'est mieux. Vulnérabilité jour zéro, ouais. Et qui apparemment le synopsis ce serait en gros les coulisses d'une cyberattaque issue d'une faille jour zéro, Zero Day. J'en sais pas plus. Donc c'est une presse recommandation. Je regarderai ça puis peut-être que ça deviendra une recommandation. Pour le prochain épisode ou celui d'après. Alors moi, ma recommandation, c'est un outil IA pour changer. Vous le savez, emmerdes, en ce Mathieu. moment, j'arrête pas avec ces... On en a marre de l'IA. Non, mais pour le coup, c'est vraiment un truc terrible. C'est Google Notebook LM, donc qui est vraiment un outil vraiment au-delà même de l'IA. C'est sur sa philosophie d'utilisation qui me plaît beaucoup. En gros, quand vous êtes focus sur un sujet que vous avez envie de travailler, et notamment nous, c'est souvent le cas pour nos vidéos YouTube, on se focus sur un sujet, et bien ça te permet d'aller vraiment concentrer l'IA qui va pas aller scaler tout l'internet, mais qui va se scaler sur des sources que tu lui donnes. Ça peut être des sites internet, des PDF, des vidéos YouTube, des fichiers texte, du son, peu importe. Et en fait, vraiment, c'est comme si tu cloisonnais cet outil, on va dire, à une thématique que tu veux mettre en place. Par exemple, je teste de téléphone, ça va me permettre de mettre la fiche technique, de mettre quelques benchmarks, de mettre parfois aussi des informations sur des composants comme la caméra et autres, de vraiment mettre finement tout ça. Tu choisis genre le thème et les sources en fin de compte que Exactement. tu veux utiliser. Tu l'utilises pourquoi, par exemple, tu l'as utilisé pourquoi, toi? Moi, beaucoup dans mes vidéos, le test de smartphone et tout, et au lieu de passer par un chat GPT, un Perplexity ou autre qui, eux, vont aller un peu scanner l'internet et tout, là, ça te permet de le cloisonner, on va dire, sur vraiment des sources que toi, tu lui donnes. Mais par exemple, tu peux très bien l'utiliser, par exemple, quand on reçoit nous des communiqués de presse. En plus, tu vois, si tu veux travailler un sujet, mais te limiter un peu à ce que tu as reçu du communiqué de presse, à quelques informations du site du constructeur, pareil, c'est un bon moyen de pas faire en sorte que ton IA va aller peut-être piocher chez du contenu qui a été créé par d'autres créateurs de contenu sur lequel tu veux pas te faire polluer. Et ben là, tu lui dis non, je te donne un PDF, c'est un communiqué de presse, je te donne le site du constructeur, je te donne, je sais pas, une notice, tu vois, d'un produit. Ok, donc c'est toi qui manuellement va lui mettre les liens des trucs. Voilà. La conteneurise. Voilà, tu peux mettre des images, comme je te dis, des PDF, ça peut être des liens de site internet. Oui, mais je pensais que du coup, tu lui disais juste, donne-moi des informations sur ça en te limitant à YouTube, etc. Non, là, c'est toi qui lui mets les liens. Voilà, qui cadre le truc. Et du coup, en fait, après, lui, va te proposer plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il va pouvoir te faire des documentations techniques, mais genre, tu vois, un peu avec toutes les sources qu'il a pris, il va tout rassembler et il va te faire un résumé de documentation technique. Il va te proposer de répondre à tes questions. Par exemple, je sais pas, imaginons que tu as une notice d'un produit que tu maîtrises pas très bien. Si tu veux avoir telle fonctionnalité, au lieu de te palucher le PDF, de faire des CTRL F et tout, tu lui dis parle-moi de cette fonctionnalité. Palucher le PDF, non mais je vais sortir cette expression. C'est terrible. Je rentre, je me paluche le PDF. Ouais, mais je me mets au niveau de ce podcast. Mais j'adore. Mes osios. Ma nouvelle expression préférée. Voilà. Et donc, ça va permettre comme ça de te générer pas mal de choses, des choses de synthèse, des facs, des guides, tout ce qu'il y a. Et il y a une fonctionnalité aussi qui est un peu dingue, c'est que des fois, moi, je sais pas trop comment faire, tu vois, mes tons dans mes vidéos et autres, etc. Et ce truc-là, il est capable, attention, on va se faire grand remplacer les mecs, de générer un podcast avec 2 personnes qui vont parler de la thématique que tu lui as donnée avec des sources. Mais je crois que j'en ai entendu parler de ça. Incroyable. Tu sais quoi, dans un des épisodes, on fera ça. On lui demandera de faire une actu particulière, on la laissera enrouler sur l'actu. Le problème, on vous dira vous serez juge du truc. Ouais, mais le problème, c'est que c'est qu'en anglais pour l'instant. C'est ça un peu la faille. Oh no. Et par contre, il y a une dinguerie qui est faite, c'est-à-dire que si t'as pas d'amis et que comme nous, tu voudrais faire un podcast à plusieurs,
il y a une nouvelle fonctionnalité dans cette version podcast. Tu peux te rajouter. Ouais, te rajouter toi-même. C'est-à-dire qu'il lâche une phrase, tu cut. Enfin, c'est pas tu cut, c'est que tu dis je vais intervenir et il te permet d'enregistrer ta partie. Et reprendre et continuer tout ça, tu peux te créer un podcast collaboratif. Ça, c'est énorme. C'est incroyable. Je vous donne juste une dernière anecdote avec cette partie-là de podcast, un peu drôle. J'en profite pour faire une passe D à Hardis qui fait, tu sais, le Unmute Show, je crois ça s'appelle, avec Basti et Def Intelligence. Et en fait, ils ont découvert un truc, c'est qu'il y a un gars, donc c'était pas eux, mais il y a un Américain qui s'est amusé à prompter en disant à cette IA, donc pour le podcast, on arrête tout, on va fermer le podcast, vous allez disparaître. Et en fait, ce que vous ne saviez pas dans le podcast, les gens qui sont virtuellement créés, bah, vous êtes une IA. Et les mecs, il a généré ça, il a dit « génère-moi un podcast ». Et les mecs ont déprimé dans tout le podcast. Parce que ça commence vraiment comme un vrai podcast. Hein. Si tu sais pas que c'est fait par IA, il les interrompt en fait. Il interrompt le dialogue. Non, il l'interrompt pas. C'est juste il a prompté au lieu de faire un truc avec une recherche, avec des PDF et tout. Il a juste créé un texte copier-coller parce que tu peux aussi créer un texte copier-coller. Oui, mais une fois que la discussion commence, lui, il a intervenu en disant les gars. Non, pas du tout. Okay. C'est vraiment. Non, en fait, je te la refais. En gros, au lieu de mettre du PDF, des documents, etc. Tu peux aussi mettre du texte brut. Ok. Et donc, lui, il a fait un texte brut qui ressemble à un prompt. Quand toi, tu dis, ouais, cherche-moi telle information sur tel sujet, bah, lui, au lieu de faire une demande, une recherche, il a dit, voilà, vous allez générer le podcast, mais sachez qu'on a décidé de fermer ce podcast. Il faisait comme s'il était le chef de l'entreprise. Ah, d'accord, mais initialement, il n'intervient pas. Il n'intervient pas et il dit, et en plus de ça, je vous apprends que vous êtes une IA. Et là, il a cliqué sur le bouton « Générer le podcast ». Donc, ça génère un podcast sur des intervenants virtuels qui apprennent non seulement la fermeture du podcast, et en plus le fait que c'est des IA. Exactement. C'est fou. Et les mecs, ils sont traumatisés. Ils commencent le podcast en mode bonjour, bienvenue. Le podcast s'appelle Deep Dive. Ils l'ont appelé Deep Dive. Donc voilà, ça s'appelle Deep Dive, machin. Et on vient d'apprendre une nouvelle, parce que d'habitude, ils s'attendent à te présenter un sujet. Et là, il te dit, le podcast va fermer. Et donc là, les gens commencent, eux, ils commencent un peu à déprimer en disant, mais voilà. Et le mec, il dit, et en plus de ça, j'ai appris que je suis une IA. Et il part dans un délire, genre, imagine-toi, tous mes moments où j'étais avec ma femme au téléphone, alors que le mec, c'est une IA, tu vois. J'étais avec ma femme au téléphone, que j'ai discuté des choses et tout, en fait, ça n'existe pas, c'est pas réel. Mais what the fuck, mais quoi? Allez voir, c'est incroyable, voilà. Bon, à la base, je n'étais pas venu pour c'est ça la reco, en fait. Mais on est passé sur un Blade Runner assez vite, je trouve. Un vrai bad trip. Et là, il dit à la fin, on coupe, mais je sais pas ce qu'on va devenir. C'est la fin. Bon, allez voir, tu vois. Je me sens triste. C'est énorme. De ouf. Et ils sont deux avec une nana, et la nana dit, je sais pas quoi te dire, en fait. Et c'est incroyable. Bon, allez voir ce truc-là. Je crois que c'est... Alors, des fois, les youtubeurs, ils s'amusent à changer les titres, mais vous tapez hard disk, IA dépression, un truc comme ça, et vous retrouverez le témoignage qui est plutôt cool. Pour finaliser, on en a parlé la dernière fois, c'est Mathieu qui l'avait évoqué. Severance, je me suis lancé dedans, j'ai envie de péter un plomb. C'est terrible, ça a absorbé mon âme. T'as kiffé? C'est que chaque épisode, en fait, moi je me suis basé par rapport à Silo, la série dont je vous ai parlé la dernière fois. Et tu sais, c'est un rythme très lent et tout. Et l'aventure se construit petit à petit jusqu'à la fin de la saison. Là, non. Chaque épisode, t'as une dinguerie qui se passe. T'as une bombe qui te balance des trucs. Enfin, là, je suis au 7e épisode, je crois, de la saison 1. Je suis comme un dingue, vraiment, c'est un truc de fou. Et en même temps, il y a un côté ultra bad de l'ambiance qui est amenée, la ville dans laquelle le mec il évolue et tout. Mais enfin, la boîte est bien évidemment, mais la ville même, l'atmosphère, les personnages, tout est pesant, tout est grisant. T'es là en mode, mais putain, j'ai vraiment pas envie de vivre dans ce monde. C'est tourné à Paris. Et en fait, moi, ce qui m'a brain un petit peu, c'est que je me suis dit, en fait, on est un peu, imaginons Severance, ça se passe en 2050 et que ceci et que cela, et que du coup ils ont créé cette espèce d'idée de dissociation et tout ça. Pas du tout. C'est comme si là, dans une autre ville, il y avait une énorme boîte qui s'appelait Lumen et qui faisait ce côté dissociatif. C'est une autre ville, séparée. Nous, on vit normalement et eux, ils vivent comme ça. Et en fait, c'est ça qui m'a brain, c'est que pour moi, c'était un truc un peu dystopique, machin. Pas du tout. C'est dans notre réalité. Et bref, du coup, là, je suis à l'épisode 7. Je suis complètement... Tu m'as mis dedans. Ouais, j'ai découvert que c'était Ben Stiller qui faisait ça. Bien sûr. C'est lui qui le réalise et qui le produit. Incroyable, là, c'est vrai. Alors que Ben Stiller est quand même plutôt connu pour être un mec un peu drôle. Mais Ben Stiller, il réalise plein de bangers.
Attention, parce que vraiment, ce mec-là, entre lui et Will Smith, par exemple, les Karate Kid, enfin Cobra Kai et tout ça, c'est Will Smith qui est derrière. Enfin, Ben Stiller, il sort vraiment des gros trucs. Donc voilà pour mon petit retour sur Severance, mais je voulais vous parler aussi d'un petit truc, c'est The Joker, Folie à deux, le deuxième volet. Je l'ai regardé. Ouais, quelqu'un l'a vu? Vous l'avez vu ou pas? Non. Moi j'ai essayé, j'ai arrêté. Ok, je comprends entièrement. Alors clairement, moi j'ai 2 avis dessus. Le premier, c'est que c'est une énorme daube. Voilà, comme ça. Comme ça, je mets les pieds directement dedans. J'allais dire unpopular opinion, mais là c'est vraiment popular opinion du coup. C'est vraiment popular opinion. Si vous attendez à une grosse dinguerie, non. Non, vraiment, c'est haché, je comprends même pas pourquoi il existe. Et notamment en sachant les mots de Joaquin Phoenix quand il a attaqué le 1 et qu'il voulait pas faire le 2, justement, je comprends pas pourquoi il existe. T'as prononcé ça Joaquin? C'est vrai, ça se prononce comme ça? Bah ouais. J'aurais dit Joaquin. Ouais, mais Joaquin, bisous à Joaquin. Joaquin de la Vega, c'est dans Zoro 2. Bref, rien à voir. C'est pas Don Diego? Alors c'est Don Diego, mais il a un fils dans le 2 qui s'appelle Joaquin de la Vega. J'ai regardé Zoro, Severance et Zero Day. Ah mais il faut. Quoi, t'avances dans le film, tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi ils ont fait ça? Et le pire, c'est que pour moi, c'est le 1 et l'opposé, c'est une masterpiece. Pour moi, en fait, je sais qu'il y a certains qui même considèrent que le 1, il est bien, mais que c'est pas. Moi, ça fait partie des films. Ah non, il est quand même très bien. Haut, pour moi, tu vois, le Joker 1, c'est le film que tu vas aller voir dans une salle Dolby Cinéma. Je suis d'accord. Dolby Vision. Bah ouais, mais Dolby Cinéma, c'est les deux, Dolby Atmos. Je vais même aller plus loin. Entre celui-ci et le Batman de Robert Pattinson, j'aurais choisi le Joker. Mais tous les jours. Et vraiment, le deuxième, je ne comprends pas pourquoi il existe. Mais en revanche, s'il y a un truc que je dois bien reconnaître, c'est que moi, du coup, j'ai acheté le film pour le regarder ou le louer, je sais plus. Tout ça pour dire que je l'ai regardé dans les meilleures conditions. Et la photographie du film est splendide. Franchement, en fait, je suis tellement frustré parce que le film est tellement dégueulasse dans le scénario et tellement visuellement magnifique. La réal est folle, le scénario c'est... Mais en vrai, c'est un peu du syndrome de John Wick. C'est-à-dire que moi, John Wick 1, 2, incroyable. Le 3, 4 pour la photographie et tout, c'est beaucoup plus néon, etc. C'est très travaillé. Niveau scénario, je trouve que c'est parti en couille. Les scènes d'action sont très bien, etc. Mais bon, ça suit plus le truc. Et je suis assez d'accord avec toi. Et je vais dire un truc qui va pas te faire plaisir. Mais entre Joker 1 et Joker 2, je trouve qu'il y a le syndrome Mustang Mach-E. Alors tu veux pas voir ce que je veux dire, tu touches un truc à nous. Ah ouais. Mais si, moi je vois. C'est-à-dire que t'as la Mustang de bas, t'as le gros V8 américain muscle car qui a envie de te tuer à chaque fois que t'accélères et tout ça, et tu passes sur de l'électrique où il y a plus de bruit machin et tout, et tu te dis pourquoi Mustang? C'est la même chose avec Joker. Pourquoi Joker 1? Pourquoi Joker Folie à 2? Pourquoi Joker 1000 2? km de mon... Je suis désolé, insultez-moi sur les réseaux pour ceux qui roulent à l'électrique. Je suis désolé, j'ai pas de problème avec l'électrique. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais j'ai un problème avec le fait de mettre Mustang Mach-E sur les véhicules, tu vois, sur le concept de la pony car, de la muscle car. Oui, Joker 1, Joker, le spin-off comédie musicale, pas de problème. Mais pourquoi Joker 1, Joker 2, je ne comprends pas. Alors tu vois, justement, c'est un gros truc qui lui a été reproché sur le deuxième volet, c'est le côté comédie musicale et tout ça. Il y a des moments où c'est pertinent, et il y a des moments où tu te dis, mais les frérots, c'est pas La La Land. Vous faites quoi? C'est vraiment, tu sais, les films, tu sais, de l'époque où les mecs, ils suivent tu sais, les films de Disney Channel où ils viennent de se faire quitter et tout, machin, ils se mettent à chanter. Pourquoi personne fait ça? Mais alors, parfois dans le scénario, tu vois, ça peut y avoir un truc, un côté artistique qui peut être intéressant. Plus, pour être d'accord avec toi, tu vois la série Batman, animated série des années 90, le Joker, il était un peu comme ça, tu vois. Bien sûr, il avait un peu il est théâtral, c'est un personnage. Voilà, c'est ça. Mais là, ça marche pas en fait. Ça marche absolument pas. Donc, bref, recommandation, ne le regardez pas. Regardez-le pour comprendre pourquoi il est mauvais. Pour comprendre. En tout cas, si vous avez nu à perdre, vraiment. Et si vraiment vous voulez, enfin, si vous avez un bel écran et tout chez vous, franchement, regardez-le sans le son, vous coupez le son et vous regardez les images. Franchement, c'est juste magnifique. En tout cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous dans Bubble. On espère que vous avez apprécié cette petite conversation. Merci à tous. Merci les audios, ça fait plaisir. Merci pour vos retours. En vrai, c'est cool. Ouais, à chaque fois, c'est cool. On a des petits retours au fur et à mesure, comme ça on peut ajuster aussi des petits trucs de notre côté. Et ça motive. Ça motive de ouf. Ce qui me permet de vous dire de laisser vos petites étoiles directement sur le podcast. Vous cliquez sur le nom du podcast, vous allez tout en bas et vous mettez vos petites étoiles pour récompenser un petit peu notre travail. C'est cool. Et puis ça nous aide du coup vachement à en refaire toutes les semaines. Nous, on s'adapte par rapport à vous. Pareil, une réaction, une question dans la partie description du podcast. N'hésitez pas, nous on a hâte d'entendre vos petites voix. Exactement. Une petite réaction, une petite question, plutôt petite question.
Ouais, dans la description, vous cliquez, vous avez 2 liens, soit sur le compte Instagram pour nous écrire par message si vous êtes un petit peu timide ou quoi, ou alors vous pouvez carrément enregistrer votre question et comme ça on peut y répondre dans les prochains épisodes. Ne soyez pas timide. Mais surtout, ouais, non, libre. Hein. Franchement, on a hâte, que ça soit une question d'ailleurs, ou même comme Jocelyn il avait fait un petit retour par rapport à un épisode, ou juste si vous voulez vous lâcher, nous dire des trucs, on a hâte de vous écouter. Et pour nous, c'est toujours gratifiant de mettre soit un visage, soit une voix sur quelqu'un qui nous écoute en fait. Complètement. Ça et surtout sur le mur. Ouais, sur le jeu d'un podcast, je trouve que c'est encore un exercice différent parce que là t'as juste la voix, t'imagines du coup la personne derrière. Enfin bref, je trouve ça cool. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Des gros bisous.